Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Catherine Ries, la présidente de l'université. Je suis ravie de vous accueillir avec Elisabeth Auplat ce soir pour ce deuxième numéro de Ciné-Débat Empreinte. C'est un événement qu'on aime beaucoup à l'université, qui permet de rassembler différentes composantes, on va dire, de la société et qui, au travers à la fois des réalisations vidéo, mais aussi des échanges qui ont lieu, permet un échange et permet aux scientifiques de venir partager leurs connaissances, partager leur culture scientifique. Alors cette année, ça a été un peu bousculé par les événements. On est sur le deuxième numéro de l'année qui porte sur les trichoréiers. Ça se prête très bien au cadre plus général dans lequel a lieu cet événement ce soir, qui est la fête de la science, puisque la thématique de la fête de la science cette année, vous le savez, c'est un océan de savoir. Donc on va compléter nos savoirs au travers de cette soirée. Donc un grand merci à vous d'être là ce soir pour ce bel événement. Je le disais, ces événements Ciné-Débat Empreinte sont organisés depuis plusieurs saisons, c'est la 5e. On en est ravis et on va continuer l'année prochaine. Cette année, ça a été un peu perturbé, mais il y a la suite qui est en préparation et on se retrouvera encore sur ces événements la semaine prochaine. J'en profite, je le disais, on est là dans le cadre de la fête de la science aussi. C'est la première fois qu'on fait un ciné-débat empreint dans le cadre de la fête de la science. Vous avez peut-être pu profiter des autres animations qui sont sur le campus depuis cet après-midi. Et puis il y en aura d'autres jusqu'à lundi soir avec la clôture de la conférence sur la vision kanak des océans qui aura lieu aussi à l'université. Et puis beaucoup d'autres événements. Je pense que vous avez pu consulter le programme. Là, je parle pour ce qui va se passer ici. On a aussi demain soir, alors c'est pas l'université, on est hors les murs, mais c'est la présentation de l'ouvrage Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie qui est coordonné par notre collègue Louis Lagarde, auquel ont contribué de nombreux collègues de l'université. Donc c'est demain 17h30, vendredi, pardon, à l'Art Factory. Et puis on aura aussi, toujours dans le cadre de l'océan, la projection de Nation of Water, un documentaire de 52 minutes sur les conséquences de la montée des eaux dans le Pacifique. Voilà, pour ça c'est samedi matin à la Maison de la Biodiversité à Magenta. Voilà, donc un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Merci d'être là. Et puis je laisse Elisabeth, comme d'habitude, présenter ce bel événement. Merci Pierre. Juste, oui, on peut applaudir, absolument. Merci pour cet accueil, Catherine. Juste avant de commencer à parler du ciné-débat, après, la soirée ne se termine pas sur le trichoréier, elle se terminera de la tête dans les étoiles, parce que juste après le ciné-débat, vous pourrez sortir sur la plateforme en haut pour assister donc à une observation astronomique. Et je crois que le temps s'y prête bien. En plus, le ciel est bien dégagé, donc ça va être vraiment une très très belle soirée. Voilà. Alors donc, merci d'être là à nouveau. C'est vrai que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Je sais pas vous, mais moi ça m'a beaucoup manqué. Donc je suis très très heureuse de revenir ce soir à l'université pour ce bel événement. Donc je vous rappelle que la soirée est filmée dans son intégralité et donc sera diffusée sur la chaîne Calédonia que je ne me trompe pas dans les dates, le samedi 16 novembre à 10h, et ensuite le film sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la chaîne Calédonia, donc de façon permanente. Donc cette année, c'est une saison assez particulière puisque c'est Empreinte Océan qui est vraiment dédiée aux animaux emblématiques, aux animaux marins emblématiques de la Nouvelle-Calédonie, et qui intègre donc une dimension, en plus de la dimension scientifique, elle intègre une dimension culturelle, parce que science et tradition, ça va ensemble. Donc on a déjà parlé des Raimentas en début d'année. Ce soir, on consacre notre soirée aux trichoréiers. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais le lagon calédonien, c'est un véritable lagon aux serpents. Il y a à peu près une douzaine d'espèces de trichoréiers, et le plus connu, le plus emblématique, c'est le trichoréier. C'est un animal très particulier, vous allez le découvrir ce soir. Et il n'est pas seulement endémique, il a vraiment plein de particularités.
Et donc, vous découvrirez à la fois sa biologie, mais aussi sa dimension culturelle. Pour ça, on vous a emmené dans des endroits absolument exceptionnels. Alors, bien sûr, dans le Lagon Sud, mais aussi dans une réserve coutumière à l'île des Pins, où peu de gens ont l'occasion d'aller et où les tricoréiers sont vraiment tranquilles. Ils ne subissent aucun dérangement. Donc, voilà, je vous propose donc qu'on regarde l'émission pour commencer. Puis ensuite, j'inviterai les intervenants qui sont là ce soir à venir répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. À tout à l'heure. Avec une douzaine d'espèces de serpents marins, la Nouvelle-Calédonie abrite un véritable lagon aux serpents. Le plus célèbre d'entre eux est le tricoréier, devenu une icône pour l'archipel. Mais au-delà de l'animal emblématique, il joue un rôle très important pour l'équilibre du lagon. Claire Guaran, biologiste marine à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, se passionne pour ce reptile qu'elle étudie de près, notamment ici, au Phare Amédée, où les tricoréiers sont nombreux. Bonjour Claire. Bonjour Elisabeth. Tu prospectes les tricoréiers sur le Phare Amédée? Je cherche s'il y en a qui sont cachés dans les racines de l'arbre. Eh bien écoute, je veux bien t'aider à les chercher. Allez, on y va. Alors habituellement, quand on se balade au Phare Amédée, comme ça, on voit des tricoréiers un peu partout. Oui, il y en a toujours beaucoup sur l'îlot Amédée. Tiens, regarde, il y en a juste un là. Ah bah ouais. Oh là là, mais il est quand même bien dodu, hein. Oui, c'est une belle bête. Il est bien brillant, ça veut dire qu'il a mué il n'y a pas longtemps. Et effectivement, il est assez gros. En fait, il a une murène dans le ventre. Tu vois que son corps, il s'élargit sur une certaine distance. Donc ça veut dire qu'il est en train de digérer. Il a chassé, il a réussi à avoir une belle proie. Et puis là, il est tranquille en train de digérer. Alors Claire, il y a énormément de monde aujourd'hui sur l'îlot, tout autour de nous. Et puis ce tricoréier, il est là, tranquille. Sur l'îlot Amédée, il y a toujours beaucoup de tricoréiers. La cohabitation entre les tricoréiers et les touristes se passe très bien parce que, en fait, à partir de 4h30, le maridé s'en va, c'est-à-dire que tout le monde s'en va, personne ne reste dormir sur l'îlot à part les deux gardiens. Et donc, les serpents ont la plage pour eux. Et pour eux, c'est important parce que c'est en fin d'après-midi qu'ils traversent la plage, soit pour aller à la mer, soit pour revenir après la pêche. Et parce qu'il faut rappeler donc, que le tricoréier, c'est un serpent qui est mi-terrien, mi-marin. Oui, c'est d'ailleurs le seul parmi tous les serpents marins. Oui, il est complètement amphibie. Voilà. Et il passe plus de temps à terre ou en mer? À peu près moitié-moitié. Parce que les séquences de chasse, ça peut durer quelques jours s'il a de la chance. Le serpent qui se met à l'eau, s'il a de la chance, il trouve une murène rapidement. S'il n'a pas de chance, il est obligé d'aller beaucoup plus loin, de faire des kilomètres, d'aller éventuellement à l'extérieur du Grand Récif. Donc ça peut durer 3 semaines, la séquence de chasse. Et ensuite, quand il revient, ça dépend, la période de digestion, ça dépend aussi de la taille de la proie. Donc celui-là, on voit qu'il a le ventre bien plein, il a attrapé une belle grosse murène. Donc je pense qu'il en a pour un petit moment à digérer. J'ai du mal à imaginer comment un serpent qui a une si petite tête peut avaler une murène. C'est gros quand même une murène. Le diamètre du corps par rapport à la taille de la bouche, on voit que c'est assez gros. Mais parce que les serpents, en fait, ils ont leur mâchoire en 4 morceaux. Et ça peut se déboîter, se désarticuler. Et ensuite, c'est l'élasticité de la peau qui permet d'avaler des grosses proies. C'est très intéressant parce que du coup, on voit sa queue. Voilà. Alors, est-ce que c'est
C'est un mâle ou c'est une femelle. Et comment C'est tu une femelle. reconnais? Tu vois que la queue est fine. Il y a juste l'épaisseur de la colonne vertébrale au milieu, mais il n'y a pas de grosseur en dessous, parce que les serpents ont une fécondation interne, donc ils s'accouplent, et les mâles rangent les organes copulateurs à l'intérieur de la queue. Chez les mâles, il y a une grosseur dans la partie inférieure de la queue. On voit que là, on est quand même relativement près de ce serpent. Néanmoins, il ne bouge pas plus que ça. Non. C'est pas un serpent qui attaque, il n'est pas dangereux, mais il a un venin qui, lui, est extrêmement dangereux. On dit même souvent qu'il est 10 fois plus puissant que celui du cobra. Est-ce que c'est vrai ou... Ça, c'est une rumeur. Les gens aiment bien dire ce genre de choses. En fait, des cobras, il y en a plus de 20 espèces différentes, chacune avec un venin différent, donc on ne peut pas vraiment comparer. Et puis, l'évolution par sélection naturelle a fait que le venin des serpents marins est très efficace contre les poissons. Tandis que le venin des serpents terrestres est efficace contre les animaux terrestres. Chacun a un venin adapté à son régime alimentaire. Donc on ne peut pas vraiment comparer l'efficacité du venin des serpents marins et des serpents terrestres. Mais c'est sûr que c'est un venin efficace qui tue les murènes en quelques minutes. Mais ce ne sont pas du tout des animaux agressifs. On voit qu'on peut s'approcher. Du moment qu'on ne la dérange pas, qu'elle ne se sent pas menacée, elle ne bouge pas plus et elle ne va jamais attaquer les gens. Et si ça arrive que les gens les embêtent, si le serpent mord pour dire à la personne « lâche-moi », à ce moment-là, souvent, il n'injecte même pas de venin. C'est juste... Oui, c'est trop précieux en fait. Voilà, c'est très précieux et on ne gaspille pas. Les serpents, d'une manière générale, ne gaspillent pas. Alors là, on peut préciser que c'est l'espèce de tricoréier qui est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, c'est le tricoréier jaune de Nouvelle-Calédonie. Il n'est présent qu'en Nouvelle-Calédonie et nulle part ailleurs. C'est pour ça que c'est très important de le protéger. Si la population calédonienne disparaît, il n'y en a plus nulle part ailleurs sur la planète. C'est le Laticoda saint-géronci, c'est ça? Saint-Géronci. Allez, on va en chercher d'autres. Allez, on va voir. Il y en a beaucoup sur cet îlot et souvent on en voit dans les arbres, dans les racines des arbres, souvent il y en a. Plutôt au sol ou... Oh, des fois en hauteur, ils grimpent bien aussi. Non, regarde. Ah oui, il y en a un là, voilà. Il y en a un ici. Ah oui, donc ils grimpent aussi aux arbres. Ah oui, ils grimpent très bien, ils sont très musclés. Ah oui, il est beaucoup plus petit celui-ci. Oui, il est plus petit, c'est peut-être un mâle. Généralement dans cette espèce, les mâles sont plus petits que les femelles. Mais c'est quand même un adulte. Bah alors justement, on voit essentiellement des adultes sur les îlots, mais jamais de bébés. Tout à fait. Les bébés, ils font à peu près 30 cm de long et on ne les voit pas sur les îlots. Bon, où est-ce qu'ils sont? C'est parce que les femelles qui habitent sur cet îlot, elles vont jusqu'à l'île loin pour pondre, pour déposer leurs œufs dans un endroit où les conditions sont favorables à l'incubation des œufs et ensuite à l'alimentation des petits. Donc c'est des serpents, donc elles ne font pas de soins aux jeunes, mais c'est quand même des bonnes mères puisqu'elles se tapent toute cette route pour aller pondre leurs œufs à un endroit qui permettra à leurs petits de bien se développer. D'accord, donc l'île loin est la nurserie des tricoréiers du lagon Sud. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, oui, regarde là. Ah oui, celui-là, on dirait qu'il est dans un petit nid. Donc on les trouve aussi bien sur le sable que dans les arbres ou dans d'autres endroits encore? Oui, ils aiment bien se mettre à l'abri dans la végétation, mais ils peuvent se mettre aussi sous des cailloux ou dans les terriers puffins quand il y en a. Et c'est pas dangereux pour les puffins? Ils cohabitent tous les deux? Ils cohabitent très bien. Les serpents, c'est des très bons voisins. Ils font pas de bruit. Ils sont tranquilles. Et pour les serpents, c'est très intéressant parce que se trouver un petit coin tranquille avec un petit puffin tout dodu, tout doux à côté, mais c'est génial. Ça leur fait juste la bonne température. Et puis ils s'entendent très bien. Il n'y a pas de souci. Incroyable. Donc c'est absolument pas dangereux pour les petits. Absolument pas. Bon, faut être très observateur parce que... Sinon, on les remarque pas. Oui, Ils se font dans le paysage. Hein. Tant qu'on les cherche pas, on les remarque pas. On peut passer à côté sans les voir. Elisabeth, tu as vu que les tricoréiers ont différents types d'habitats. Et là, maintenant, je vais te montrer un autre habitat, moins naturel. La base nautique du phare à Médée. Ah oui, c'est un endroit qui est frais et humide, et donc c'est un endroit que les tricoréiers bleus apprécient particulièrement. Donc ça, c'est une autre espèce qui n'est pas endémique. Hein, voilà, le tricoréier bleu, il est beaucoup plus marin que le tricoréier jaune. Il est sur une zone plus grande. Donc c'est normal qu'on le trouve dans une base nautique. C'est normal qu'on le trouve dans une base nautique. Alors, et donc regarde, si tu regardes bien dans cette palme, tu verras qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. En plus, bleu assorti à la palme bleue, je trouve ça parfait. Excellent.
Il y a une troisième espèce de tricorayé en Nouvelle-Calédonie qu'on voit plus rarement et qui n'est pas endémique non plus. Alors, c'est le tricorayé, le petit tricorayé jaune qu'on trouve aux îles Loyauté et à Vanuatu. Donc, celui-là est endémique aux îles Loyauté et à Vanuatu. On ne le voit pas sur la Grande Terre. Alors, est-ce que le tricorayé bleu et le tricorayé jaune se nourrissent de la même chose? Oui, ils mangent tous des murènes, mais comme ils chassent pas au même endroit, ils mangent pas exactement les mêmes espèces de murènes. Les tricorayés jaunes vont chasser sur les récifs, alors que les tricorayés bleus vont plutôt chasser sur les fonds de sable. Donc, ils rencontrent pas les mêmes espèces, mais à part ça, c'est pareil. D'accord, mais les deux sont des plongeurs et de très bons apnéistes. Oui, c'est d'excellents apnéistes. D'ailleurs, viens, je vais te montrer. Alors là, tu vois, c'est un enregistrement qui a été fait par des collègues dans les années 2000-2010. Ils ont mis des enregistreurs sur des tricorayés de l'île au Signal, ils les ont laissés aller à la pêche et donc ils ont enregistré leur plongée. Donc là, tu vois la profondeur. Ce serpent, c'était une femelle, elle est descendue jusqu'à plus de 80 mètres de profondeur à 22 heures. Ben, il n'y a pas qu'une plongée profonde, elle en a fait deux autres derrière. Alors à 23 heures, elle était un petit peu moins profonde, à moins 75 mètres. Et puis à 24 heures, elle était à moins 65 mètres. À peu près, oui, c'est ça. Et tu vois que les plongées, elles sont très proches les unes des autres. Elles passent pas beaucoup de temps en surface. Mais là, ça veut dire qu'elle était au-delà du récif. Ah oui, forcément. À cette profondeur, elle était à l'extérieur du Grand Récif. Oui, oui. Donc c'est de Signal, elle est allée chasser jusqu'à l'extérieur du Grand Récif, sans doute parce qu'elle n'a pas eu de chance et qu'elle n'a pas trouvé de proie avant. Donc tant qu'ils n'ont pas trouvé de proie, ils continuent à chasser et dès qu'ils ont une proie, ils rentrent à la maison. Alors le tricorayé donc est une espèce protégée en province sud. Et il y a une étude donc qui est menée aujourd'hui sur le suivi des populations des îlots qui sont fréquentés par les touristes. Est-ce que le tricorayé est justement un bioindicateur? Oui, le tricorayé est un bioindicateur parce qu'il est très sensible aux perturbations de l'environnement marin. S'il n'y a plus ses proies, il peut plus se nourrir, et aux perturbations de l'environnement terrestre qui peuvent être liées à la surfréquentation touristique. Donc, dans les années 2000-2010, j'ai des collègues du CNRS qui ont fait une grosse étude sur les tricorayés des îlots du Lagon Sud. Et puis là, ils sont revenus en septembre de l'année dernière. Je suis allée avec eux sur le terrain et avec deux de mes bénévoles habituels et pour voir la méthode. Et donc, on espère pouvoir reprendre le suivi des populations de tricorayés cette année pour voir s'il y a une différence entre les valeurs, le nombre d'individus qu'il y avait il y a une dizaine d'années ou une douzaine d'années et ce qu'on trouve maintenant. Malheureusement, il se pourrait qu'il y ait une grosse différence, oui. Oui, parce qu'on en voit quand même un petit peu moins qu'avant. Oui, on en voit moins qu'avant. Si les tricorayés venaient à disparaître, qu'est-ce que ça bouleverserait dans l'écosystème? Les tricorayés ont leur place dans le réseau trophique, dans la chaîne alimentaire. Ils mangent certains poissons et ils sont mangés par des requins. Donc, s'ils sont plus là, eh bien, ça perturbe tout le fonctionnement du système. S'ils sont plus là pour réguler les populations de murènes, s'ils sont plus là pour servir de nourriture aux requins, ça change le fonctionnement de l'écosystème. Oui. Ils ont leur rôle à jouer. Comme on le nomme parfois, a une place importante dans la culture kanak. Animal totem, il représente notamment un lien précieux avec les ancêtres. Octave Doué-Perret, dépositaire de la culture ici à l'île des Pins, nous emmène sur le chemin de la symbolique du tricorayé sur son île. Bonjour Octave. Bonjour Elisabeth, bienvenue à l'île des Pins, bienvenue dans la baie de Saint-Joseph. Écoute, merci. Alors justement, moi je viens te voir à l'île des Pins pour que tu me parles du tricorayé, parce que je sais que c'est un emblème extrêmement important pour toute l'île. Oui, le tricorayé est très important depuis les anciens. Alors c'est une espèce protégée. Et c'est un totem. Et ben, j'aimerais que tu m'expliques ce rôle d'animal totem. Qu'est-ce qu'il représente? Alors ici à l'île des Pins, c'est la baie d'Oro qui est très connue dans le monde. Et là-haut, il y a le refuge dans la nature, dans la falaise, on voit le refuge du tricorayé. C'est le grand-père qui protège ce lieu. Et donc c'est la représentation d'un ancêtre. D'un ancêtre très puissant, mais en même temps très protecteur, on va dire. Et il y a un endroit particulier où on peut aller observer les tricorayés de l'île des Pins? Oui, voilà, je vais te proposer d'aller dans l'atoll de Nokanwi, une réserve coutumière de pêche. Voilà, on ira voir parce que
c'est l'endroit où il y a le plus de tricoreillers. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est ton bateau. Le bateau du grand frère, Joseph, je vais l'appeler, c'est lui le capitaine, c'est lui qui nous emmènera. Ah, ok. Joseph, tu peux venir. C'est un 200 qui est derrière, c'est pas un 50 chevaux. Voilà, Elisabeth, là, je suis en train d'attacher la corde du bateau pour que le bateau ne nous... Voilà. Ouais, qu'on n'ait pas à rentrer à la nage. Voilà. Donc là, ici, on est sur un îlot qui s'appelle comment? Alors, donc cet atoll-là, c'est l'atoll de Nokanwi, Ok. qui regroupe 3 îlots. Là, on est sur l'île du bas, Nuami. En face, tu peux voir l'îlot du haut, Nuana. Et là, ce que tu vois, il y a une petite langue de sable là-bas au fond. C'est ce qui reste d'un îlot qui s'appelait Kotumuru. Ah, mais qui était très célèbre. Voilà. C'était cette belle langue de sable qu'on voyait. Voilà, qu'on a sur beaucoup de cartes postales. Mais malheureusement, il reste que ce petit banc de sable à cause de la montée des eaux. C'était un îlot qui faisait à peu près 100 mètres, 30 mètres de large, avec de la même végétation qu'il y a ici, des gros bois de fer, des cocotiers. Et ben c'est ce qui reste après la montée des eaux. Presque plus rien. Donc aujourd'hui, finalement, les tricoreillers, il leur reste que ces 2 îlots-là sur l'atoll Voilà, pour se réfugier. C'est pour ça que je dis que les tricoreillers sont comme les humains, c'est des réfugiés climatiques. Waouh. Voilà, parce qu'ils ont perdu un îlot, un habitat, donc voilà, ils s'adaptent. Hein. Donc il leur reste 2 îlots sur 3. Et c'est pour ça que vous protégez cette zone, qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'y accéder. Voilà, on a fermé, on a dit que c'est une zone de pêche coutumière, une zone voilà, protégée par la tribu de Vao. Et en même temps, voilà, c'est pour préserver tout ça, les tricoreillers, le poisson, la tortue, tout ça. Voilà. Okay. Est-ce que tu penses qu'on va en voir aujourd'hui des tricoreillers sur l'îlot? On va en trouver, c'est sûr. Ok, bah voilà. écoute, on va voilà, les je te propose qu'on va longer la plage. Si on a la chance d'en trouver un qui remonte de sa balade, de sa pêche, ouais. Voilà, ce sera peut-être la cerise sur le gâteau, mais sinon, pour les trouver, il faut les chercher. Ils sont au repos dans la verdure. Il y a pas mal d'empreintes dans le sable. Il y a du monde qui circule sur cette plage. Voilà. Oui, c'est vivant, c'est vivant. Ouais. Et dis-moi, Octave, comment est-ce qu'on dit tricoreiller en langue de l'île des Pins, en Cougnier? En la langue de Cougnier, le tricoreiller se dit tomo. 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 Et tu l'écris comment? Ah, je vais te l'écrire. Voilà. Ah, justement, on a un bon bâton là sur le sable. Donc, voilà, un grand T. Ah, Elisabeth, on a de la chance. Ah oui. Tu le vois? Ouais. Voilà, le S. Ouais, je vois là. Il est monté ce matin, lui. Ah, on voit bien là aussi. Voilà, tout le long. Elisabeth, tu le vois? Il y en a un qui remonte à peine, il a fini sa pêche et là il remonte. On va essayer de se pousser pour ne pas lui couper le chemin, on va le laisser... On a beaucoup de chance, hein? Là il va s'enfoncer un peu dans la verdure. Ouais. Et on va aller plus loin, on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui sont déjà au repos. Bah allez, on va essayer d'aller les voir sans trop les déranger. Voilà, sans trop les déranger. Surtout, ne pas faire de gestes brusques, de bruit. Pas parler trop fort. Voilà. Ok. Voilà. Mais tant trop de bruit. Ah! T'en as vu un? Oh ouais! Tu le vois? Oh, il est magnifique. Il est un peu gros. Il doit avoir déjà mangé une murène. C'est ça. Et là, il va gagner son petit coin pour se reposer, pour digérer. Il rechange d'itinéraire. Ah, regarde, il vient vers nous, là. Voilà.
Donc cet animal était déjà protégé par les anciens. Voilà, donc il passait le message aux enfants en disant le tricoréier, vous arrivez sur un îlot, ne jamais jouer avec, ne jamais le déranger. D'accord, pourquoi? De peur qu'il y ait la pluie, le mauvais temps. Voilà. D'accord, donc... Vous arrivez, il fait beau et si vous jouez, c'était vrai à notre époque, si malencontreusement les enfants ils continuent à jouer avec, et voilà, tout de suite on va avoir un changement de... Même si après le soleil, c'est un gros nuage qui arrive, de la pluie, du vent. Voilà. Donc ça les dissuadait en fait. Voilà, donc le message était vite assimilé avec... voilà. Ouais, ça y est, là, il est vraiment parti se mettre à l'abri. Alors s'il y en a un là, parce que c'est rarement un animal solitaire, hein, ce que je disais, voilà, donc il doit rejoindre, il y a des compatriotes qui sont par là. Donc on va essayer de trouver des tricoréiers déjà au repos. Voilà, on en a un là, qui est au repos, tu le vois, il ne bouge plus, il est enroulé, donc il va rester comme ça pendant quelques jours, voire quelques semaines. Donc il est en train de... Lui aussi en train de digérer, ouais. Okay. Alors Octave, pourquoi est-ce qu'on dit que le tricoréier, c'est le messager des ancêtres? Le tricoréier, c'est comme d'autres animaux dans la nature, les oiseaux, les poissons. Le tricoréier, quand on va le voir dans un endroit inhabituel, voilà, c'est souvent qu'il amène un message. Donc c'est la personne qui le voit qui va essayer de déchiffrer ce message. Donc un endroit inhabituel, ça peut être plutôt... ça peut être, il va traverser une route, ça arrive. Il va aller, par exemple, dans la baie d'Oupi, si vous envoyez beaucoup dans la baie d'Oupi, alors que ce n'est pas son lieu de vie, voilà, c'est des signes. D'accord, donc c'est là qu'il apporte un message. C'est là qu'il apporte un message. Si le tricoréier venait à disparaître, Octave, quel message ça enverrait aux habitants de l'île de Cougnier, île des Pins? Le tricoréier fait partie de la nature, il a son rôle dans la nature, il a été protégé par les anciens, et si on ne le voyait plus, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé dans la nature. C'est le signe que la nature a été... Complètement déréglée. Complètement déréglée, on va dire. Voilà. C'est ça. Ouais, d'où l'importance vraiment d'avoir des lieux comme ça qui sont des derniers refuges pour ces animaux. C'est sûr, voilà. Merci Octave. Malgré le statut d'espèce protégée dont il bénéficie en province sud, plusieurs menaces pèsent sur le tricoréier. Retrouvons Hubert Géraud, expert du WWF, pour faire un tour d'horizon de ces menaces et de ce qu'il est possible de faire pour permettre à notre petit serpent emblématique de continuer à couler des jours paisibles sur les îlots et dans les lagons de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors comme les raies mantas, les tricoréiers sont aimés et préservés par les Calédoniens, mais est-ce que ce sont des animaux vulnérables? Les tricoréiers ont une plus grande vulnérabilité que les autres serpents marins calédoniens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une obligation de venir à terre, où là ils vont s'exposer à davantage de prédation ou de dérangement, alors que les autres serpents marins sont strictement marins et n'ont pas cette exposition terrestre. Notre tricoréier jaune a en plus une triple dépendance en termes d'habitat. Il a besoin d'un îlot tranquille pour se reposer, pour muer et se reproduire. Comme par exemple l'îlot Nuami que nous avons visité donc sur l'atoll de Nokanwi à l'île des Pins. Exactement. Mais pour les femelles, il va falloir un deuxième îlot pour aller mettre bas. Comme par exemple l'île Ouin ou l'île Verte qui sont de véritables nurseries pour ces serpents. Et puis, il faut également des récifs coralliens en bonne santé parce que c'est leur garde-manger. C'est là qu'ils vont y trouver tous les poissons anguilliformes dont ils ont besoin, donc les congres, les murènes, les poissons serpents. D'accord. Alors concrètement, quelles sont les menaces qui pèsent sur les tricoréiers ? Eh bien, tout d'abord, tout ce qui va détruire les écosystèmes dont je viens de te parler. Si, par exemple, tu coupes les arbres sur un îlot pour faire un feu de camp
ou que tu surpiétines la végétation ou le pourpier de bord de mer, eh bien, tu vas priver les tricoréiers de l'ombrage dont ils ont besoin pour se thermoréguler. Si tu casses le corail en jetant ton encre sur le récif, si nos activités humaines produisent plus d'érosion et rejettent plus d'eau boueuse sur nos récifs coralliens, si le changement climatique réchauffe davantage l'eau et donc blanchit le corail, notre tricoréier perdra son garde-manger. Si le changement climatique toujours élève le niveau de la mer, eh bien on va avoir une érosion accentuée de l'arrière-plage, des lieux qui sont très favorables au repos des tricoréiers. Alors là, on a un exemple très concret sur l'atoll de Nokanwi avec la disparition de l'îlot de Kutomere, comme on l'a vu à l'île des Pins. Et là, ça a privé donc les tricoréiers d'un habitat et ça les a obligés à reculer sur les 2 autres îlots de l'atoll qui sont plus éloignés. Oui, tout à fait. Et le réchauffement climatique fait peser une autre menace sur les tricoréiers. Les tricoréiers ont besoin de boire de l'eau douce. Or, la sécheresse, qui va augmenter en Nouvelle-Calédonie, va priver de plus en plus nos tricoréiers sur les îlots du peu d'eau douce qu'ils pouvaient avoir à disposition. Donc on peut s'attendre avec les plus grosses sécheresses à avoir des tricoréiers en moins bonne santé. À part la destruction des écosystèmes dont ils dépendent, existe-t-il d'autres pressions qui pèsent sur nos sympathiques petits tricoréiers ? Oui, il y a entre autres le dérangement sur les îlots qu'ils fréquentent, particulièrement sur les réserves du Grand Nouméa qui sont en même temps des lieux extrêmement fréquentés, La Reynière, Signal, Amédée. Or, les tricoréiers ont un mode de vie basé sur l'économie d'énergie. Donc chaque déplacement supplémentaire non nécessaire est un gaspillage d'énergie. Et particulièrement pour les femelles qui, a priori, les femelles gestantes, auraient davantage besoin d'aller chercher le soleil pour la maturation de leurs œufs. Et donc à ce moment-là, elles viennent se positionner sur la plage ou sur les sentiers. Et quand l'îlot est fréquenté, eh bien, c'est des moments qui leur sont un petit peu enlevés. Alors aujourd'hui, l'un des principaux rouleaux compresseurs sur la biodiversité, c'est l'introduction volontaire ou accidentelle des espèces exotiques. Est-ce que le tricoréier est également menacé par cette introduction ? On le suppose pour les rats, par exemple, que ce soit sur la Grande Terre ou sur les îlots où les rats sont présents, avec de la prédation possible sur les œufs et les jeunes tricoréiers. Mais on a une autre menace au niveau régional qui s'est déjà révélée effective, c'est la mangouste de Java. Cet animal est un super prédateur de serpents. Or, fin du 19e siècle, dans plusieurs pays de la région, Fidji et Hawaï, la mangouste a été introduite volontairement pour chasser les rats dans les plantations de canne à sucre. Or, les rats sont des animaux nocturnes, majoritairement, alors que la mangouste est une chasseuse diurne. Oui, donc ils se croisent peu, finalement. Ils se croisent peu. Elle en mange, mais pas suffisamment pour avoir un impact important sur la population de rats. Par contre, elle a trouvé très à son goût tous les autres petits animaux terrestres, que ce soit des petits oiseaux terrestres, mais également, par exemple, aussi des œufs de tortues marines. Est-ce que c'est une menace réelle pour la Nouvelle-Calédonie, l'introduction de la mangouste ? Eh bien oui. On est passé en 2010 près de la catastrophe à Nouméa. 2 mangoustes avaient voyagé dans un conteneur et avaient été débarquées au port autonome. Alors, heureusement, il y a eu une réaction rapide du port autonome de la Davare et de la province sud pour capturer et neutraliser ces 2 animaux. Et en plus, qui étaient un mâle et une femelle. Et une femelle. Ah, oui. Donc là, on a vraiment eu très chaud. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la biosécurité est vraiment un vrai enjeu pour la Nouvelle-Calédonie et pour la sécurité de nos tricoréiers et de la biodiversité insulaire en général. Et cette menace, donc on sait que c'est trop tard pour Hawaï et Fidji, mais cette menace, elle l'est aussi pour d'autres tricoréiers dans la région, comme celui de Niue, qui a aussi, comme le tricoréier jaune, un autre tricoréier endémique, qui s'appelle le Catuali laticoda schisthoryncus, qui ressemble au tricoréier bleu, mais un peu plus petit, et qui pourrait tout à fait être prédaté par ce terrible chasseur de serpents. Alors, en résumé, Hubert, il faut
préserver les habitats du tricoréier, tant ces zones de nourrissage que sont les récifs que les zones de repos que sont les îlots. En deux, assurer leur tranquillité. Lorsqu'on les voit se reposer au pied d'un arbre ou dans la végétation sur un îlot, on évite de trop s'en approcher. Lorsqu'on les voit traverser un sentier ou remonter sur la plage, on évite de se mettre sur leur trajectoire. En trois, assurer une biosécurité efficace. Et en quatre, être à l'écoute des messages qu'ils peuvent nous transmettre. Alors, comme nous le disait Octave Doué-Perret à l'île des Pins, dans la culture kanak, tout comportement inhabituel d'un animal nous délivre un message. Alors, sachons l'entendre. Tendons l'oreille. Merci Hubert. Merci Elisabeth. Voilà une belle réalisation donc de Maï Le Floch-Mohen sur des images de Maï et de Benjamin Lucas. Donc de très très belles images et puis un grand merci aux personnes qui ont participé à cette émission, à Claire qui va nous rejoindre dans quelques minutes et puis à Octave Doué-Perret qui malheureusement n'a pas pu venir de l'île des Pins ce soir mais qui a été vraiment formidable lors de notre séjour. Voilà, donc je vais demander à mon partenaire d'Empreinte de me rejoindre, Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer au WWF, Claire Goirand, biologiste marine à l'UNC, grande spécialiste des serpents et pas seulement du tricoréier, Laurence Bachet, chargée de la gestion des aires protégées à la province Sud. Ensuite, Catherine Sabineau, ethnoécologue à l'IRD. Yvon Cona, qui représente le Sénat coutumier et qui est président de la commission du parc naturel de la mer de Corail. Et enfin, si je n'oublie personne, Sylvain Gauvin, responsable du département aquariologie à l'aquarium des Lagons. C'est bon, on a tout le monde. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le tricoréier ce soir. Oui, bon, c'est pas fini. Ce soir, on va avoir des nouvelles toutes fraîches et vous allez être les premiers à les avoir puisque Claire et Laurence reviennent d'une mission de suivi à l'îlot Signal où elles ont passé le week-end. Mais avant peut-être de donner des nouvelles de ce que vous avez découvert, Laurence, est-ce que tu pourrais revenir sur l'origine de cette mission de suivi sur les tricoréiers? Pourquoi on fait un suivi sur les tricoréiers aujourd'hui en province sud? Merci Elisabeth de me passer la parole. On fait des suivis sur les tricoréiers pour plusieurs raisons. Le micro plus haut, okay. Au menton. Voilà. Au menton, d'accord. Pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que nous souhaitons suivre les populations de tricoréiers car elles sont dans nos aires protégées. C'est important qu'on connaisse l'état des populations des espèces qui sont dans nos aires protégées. Et aussi parce que le tricoréier est une espèce protégée au titre du Code de l'environnement. Donc, comme toutes les espèces protégées, on doit suivre l'état des populations et savoir si elles se portent bien. On a la chance, comme le disait Claire dans le reportage, d'avoir un partenariat historique avec le CNRS de Chizé en métropole, qui est venu entre 2002 et 2012 faire des suivis en province sud sur plus de 30 sites. Et donc on a une immense base de données qui date de cette époque, de plus de 13 000 individus, enfin ils ont, et qui nous mettent à disposition, qui nous permettent du coup 10 ans plus tard de pouvoir vraiment voir l'évolution qu'on a sur ces populations de serpents. Donc c'est très intéressant à ce titre-là, déjà. Et deuxièmement, on aimerait, grâce à la convention de recherche là, qu'on vient de signer avec eux, pouvoir poursuivre un travail entamé il y a 10 ans justement sur la définition d'un indicateur d'état de santé du lagon, qui serait également un état de santé du coup de nos aires marines protégées, puisque le tricoréier étant très attaché à son site,
ça fait de lui un très bon candidat en tant qu'indicateur, comme le disait Claire également, puisque, sachant qu'il reste sur le même site, l'état du milieu son état à lui dépend directement de l'état du milieu. Donc, c'est un très bon candidat pour nous donner des indications précieuses sur l'état au niveau du lagon, donc au niveau sous-marin, mais également de développer un autre indicateur. Enfin, c'est aussi un des objectifs qu'on a dans cette mission-là, de définir un indicateur sur la fréquentation des sites. Donc, on a cette problématique-là qui est émergente, qui est là depuis longtemps, mais qui, depuis 2 ans, s'intensifie sur la surfréquentation des îlots de Nouméa, comme le disait Hubert. Et donc, le tricorayé, étant donné qu'il fréquente le même milieu que les humains, la plage et le haut de plage, fait pareil partie des espèces qui pourraient nous donner une indication sur l'impact de cette fréquentation sur le milieu. Donc, c'était l'origine de ce partenariat de recherche avec le CNRS, avec qui on a signé une convention. Il n'y a pas que le CNRS dans ce projet-là. Il y a bien évidemment Claire avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'Aquarium des Lagons qui a déjà beaucoup participé. Enfin, tout le monde a bien participé à la dernière mission et à la nouvelle qui se prépare dans un mois. Merci. Alors Claire, comment se passe concrètement ce suivi? Qui le fait? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Et puis, quelle est la méthode en fait? Donc oui, pour le suivi, effectivement, là, le week-end dernier, on y est allés toutes les deux, Laurence et moi, mais on n'était pas toutes seules. On se fait aider par des bénévoles du Centre d'initiation à l'environnement, que je salue. Donc le Centre d'initiation à l'environnement fait partie de ces associations loi de 1901 qui sont en grosse difficulté en ce moment parce que la situation fait que les collectivités ne peuvent plus leur verser les subventions qu'elles leur versaient jusqu'à présent. Et ces associations font un travail énorme. Donc là, il s'agit d'environnement, mais dans les autres domaines, ça impacte énormément toute la société en Nouvelle-Calédonie. Donc, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le CIE. L'université a signé une convention avec le CIE pour que les bénévoles du CIE puissent nous accompagner sur le terrain et être couverts par l'assurance du CIE. Donc, nous étions 4 ce week-end à Signal, 2 bénévoles du CIE, Laurence et moi. D'accord. Et donc, la méthode que nous employons, c'est celle qui a été commencée donc, par les gens du CNRS qui sont venus déjà depuis le début des années 2000. Il s'agit de marquer les serpents présents sur un îlot. Donc, on en marque un certain nombre. On les laisse tranquilles un moment, on les laisse se mélanger avec ceux qui ne sont pas marqués. Et ensuite, on revient 1 mois, 1 an, 10 ans plus tard et on recapture des serpents. Et la proportion de serpents marqués dans les serpents qu'on attrape de nouveau nous permet d'estimer l'effectif de la population. Alors j'aurais peut-être une question que beaucoup se posent. Moi j'ai bagué des oiseaux, donc je sais comment on les marque. Je vois comment on peut marquer des mammifères. Comment est-ce qu'on marque des serpents? Alors justement, marquer les serpents c'est un des animaux les plus difficiles à marquer, puisqu'ils changent de peau régulièrement. Donc, si vous écrivez quelque chose dessus, si vous mettez une marque à l'extérieur, ça s'efface. Si on ne peut pas non plus leur mettre une bague comme aux tortues, parce que justement, quand ils changent de peau, ça pose un problème. Et puis, la forme du serpent est tellement simple, tellement simplifiée, que si vous accrochez une bague quelque part, ça leur provoque une gêne énorme. Donc, il y a 2 méthodes de marquage pour les serpents. La méthode qui est utilisée par mes collègues du CNRS consiste à leur faire des cicatrices, les brûler légèrement avec un tout petit fer à souder d'électronique. Donc, ils leur font des brûlures sur certaines écailles de la peau, du ventre, donc certaines écailles du ventre. Et donc, ensuite, on compte, et une fois que l'écaille a été brûlée, quand sa cicatrice, elle change de couleur. Et ça peut rester pendant longtemps. Donc, c'est une méthode qui coûte pas cher, mais qui est quand même difficile à mettre en œuvre. Il faut le doigter, brûler suffisamment pour que ça reste, mais quand même pas trop pour faire une grosse plaie. Donc moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc j'utilise une autre méthode. J'injecte une petite puce RFID qui est le même genre de chose que les vétérinaires utilisent pour les chiens et les chats ou pour les chevaux de course ou pour d'autres animaux. Donc on injecte une puce et ensuite on passe un lecteur de puce, un scanner. Quand on attrape un serpent, on passe le scanner contre le serpent pour relire le numéro. Donc ça coûte nettement plus cher, mais moi je trouve que c'est quand même moins violent et pour moi c'est plus facile à mettre en œuvre. Donc il y a 2 méthodes qui peuvent être utilisées. Le marquage
par brûlure. On peut aussi le faire avec de l'azote liquide, mais bon, sur le terrain, l'azote liquide, c'est pas facile à emmener. Donc, le marquage par brûlure ou les puces électroniques. D'accord. Très bien. Merci pour ces explications. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je boude d'impatience d'avoir les résultats de ce que vous avez observé ce week-end. Alors, les nouvelles sont-elles bonnes ou pas? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, les nouvelles sont pas super bonnes. Ben déjà, tu te souviens, Elisabeth, quand on est allé pour faire le tournage, quand on est allé pour tourner pour l'émission que vous venez de voir, moi, au début d'année, je dis à Elisabeth, bon, ben, on va aller au Signal, c'est facile, hein, il y a des tas de serpents, on y va. On y va le matin de bonne heure avant que les touristes arrivent. Les serpents ne seront pas dérangés. On est sûr d'en trouver. On était 6, je crois, l'équipe de tournage. On arrive le matin de bonne heure sur l'îlot Signal. On fait le tour de l'îlot en cherchant. On n'a pas trouvé un tricoréier. Pas un. On n'a pas trouvé une trace sur le sable. Donc, on est allé tourner à l'îlot Amédée, et là, on a trouvé des serpents. Donc, déjà, au mois de janvier, on a eu ce signal quand même qui était relativement inquiétant. Et là, on est retourné donc avec 2 des bénévoles du CIE au mois d'octobre pour remarquer certains serpents, et on a trouvé qu'on avait quand même pas beaucoup de femelles dans notre comptage. Et puis là, quand on est allé avec Laurence ce week-end, donc entre les serpents qu'on a marqués donc au mois d'octobre et ceux qu'on a remarqués ce week-end, on a marqué en gros une centaine de serpents. On a capturé et marqué une centaine de serpents. Sur cette centaine de serpents, on a 10% de femelles. Tout le monde se rend compte que là, pour la reproduction, ça va être un problème. 10% de femelles, c'est sûr. Vous pouvez avoir 500 serpents, mais si vous avez que des mâles, il n'y aura plus de bébés très vite. Donc, on a un gros souci, une grosse inquiétude à ce sujet. Il y a la proportion de femelles qui diminue beaucoup. Alors justement, cette proportion, si je me rappelle bien, la première thèse qui avait été faite au début des années 2000 par un étudiant de Chizay, le pourcentage, le ratio était 1 pour 4, c'est-à-dire qu'il y avait 20% de femelles pour 80% de mâles. Alors, donc Xavier nous a renvoyé les données. Donc à l'époque, donc il nous a dit que à Signal, les femelles représentaient 37% des individus. Donc c'était déjà 37% des individus, c'est pas 50. Ah. Mais voilà, c'est les deux de son rapport qu'il a envoyé. Donc c'est les dernières données. Voilà. Oui, là alors François Brichoux donc a fait sa thèse. Il a soutenu en 2007. Après il y a eu d'autres. Donc il y a des variations un peu annuelles. Donc le bilan total des observations faites par l'équipe du CNRS, c'était 37% de femelles. Déjà c'est pas 50%, mais c'était quand même ça fonctionnait. Mais là avec 10%. Pour une espèce, c'est 10, pour l'autre, c'est 5. C'est sûr que c'est pas assez. Donc là, on a une grosse inquiétude, oui. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, oui, bien sûr. Oui, Christophe? Attends un instant, on va te donner un micro. Ou sinon, je répète la question de Christophe après, mais il y a quelqu'un qui t'apporte un micro. Obligatoire, puisque la soirée est filmée. Donc, voilà, je l'ai allumé. Et puis, il y en a un autre, comme ça, il y en a un de chaque côté. Vous faites chacun. Merci. Du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène similaire, comme on voit chez les tortues, avec la température du sable qui joue sur le sexe? Alors, c'est ce que tout le monde me dit. Quand je dis il y a un problème, eh ben non. Les serpents, ils font pas comme les tortues. Les serpents, ils font comme nous. Le sexe est déterminé génétiquement. Quelle que soit la température du nid, ça change pas le sexe des embryons. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, ce qui peut se passer, l'explication la plus vraisemblable, c'est que la mortalité est différente chez les mâles et les femelles. Parce qu'en fait, les femelles, comme on l'a dit dans le documentaire juste avant, les femelles de Signal, elles vont jusqu'à Lillouin pour pondre leurs œufs. Eh ben, c'est une route qui est longue et qui est difficile. Donc, pour réussir à... Donc, pour pouvoir faire ce trajet et revenir ensuite, il faut qu'elles soient un peu grassouillettes au départ. Il faut qu'elles aient des réserves d'énergie. Et si elles sont dérangées en permanence sur l'îlot, que toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui est... Au moment où elles prennent le soleil, où elles se reposent, il y a quelqu'un qui vient et elles sont obligées de se déplacer, et ben elles consomment de l'énergie. Et au moment où elles entament leur migration, eh ben elles sont plus assez en forme pour pouvoir... Alors, on ne sait pas si elles arrivent jusqu'à la nurserie. Peut-être qu'elles meurent avant même d'arriver. Dans ces cas-là, très vite, il n'y aura plus du tout de tricoréiers en Calédonie, dans le lagon sud. Ou bien elles arrivent peut-être à pondre quand même, mais elles meurent après, ça on ne sait pas. Il faudrait aller voir les nurseries pour avoir une idée de ce qui s'y passe. C'est important. Ouais. Oui, jeune homme, attendez, il y a un jeune homme là qui lève la main. Oui. S'il vous plaît, un micro pour le jeune homme. Bonsoir. Alors, on t'écoute. La femelle pond combien d'œufs? Alors, en général, 3-4, pas plus. C'est pas énorme, parce que
alors les serpents terrestres, en général, les femelles, elles peuvent faire beaucoup d'œufs. Parce que même si les petits, à la naissance, ils sont plutôt petits, ils n'ont pas des grosses difficultés à rencontrer. Donc, même un bébé serpent terrestre qui est petit, il arrive quand même à trouver de la nourriture et à s'en sortir. Par contre, les serpents marins, une fois qu'ils naissent, il faut qu'ils aillent dans la mer pour chasser, pour trouver des proies. Et s'ils sont trop petits au départ, ils ne survivent pas. Donc, les serpents marins, en général, ils font pas beaucoup de bébés à la fois, mais ils font des bébés costauds, déjà solides, pour pouvoir survivre aux conditions difficiles. Donc, 3-4 bébés à la fois, c'est pas beaucoup, hein. Donc, oui, c'est très facile d'éradiquer une population quand les femelles font aussi peu de bébés à la fois. Alors, ce phénomène, peut-être que justement, on ne va pas du tout l'observer dans des endroits comme l'atoll de Nokanwi, où justement, il n'y a aucun dérangement et les animaux sont vraiment tranquilles. Alors là, j'aimerais vous interpeller, Yvon Connat, donc vous êtes président de la commission du parc naturel de la mer de Corail. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre cette nouvelle-là maintenant, parce que c'est quand même un animal emblématique extrêmement important dans la culture kanak. Qu'est-ce que vous ressentez là, comme ça, à chaud? Et puis après, vous nous parlerez de ce programme sur la vision kanak de l'océan. Je suis assez surpris parce qu'il y a des méthodes, hein, il y a des méthodes un peu barbares. Hein. Moi, je dis... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Des méthodes un peu barbares pour comment dire, pour baguer nos serpents. Je dis ça parce que les serpents, les tricorayés, font partie de nous. Les baguer, les brûler, c'est-à-dire nous brûler, nous, quoi. C'est la première chose que j'avais envie de dire. La deuxième chose, c'est pour revenir au film, puis pour revenir à cette vision. Cette vision, elle englobe deux choses. La vision kanak de l'océan, elle englobe deux choses. On ne peut pas parler ici de la mer sans parler de la terre. Ce sont des choses qui sont intimement liées. J'ai une pensée particulière aujourd'hui envers tous nos anciens avec lesquels on a fait beaucoup de travail, à partir du Grand Nord jusque dans le Grand Sud. En l'occurrence, le monsieur Ndoué Péré, à qui je le salue aujourd'hui. Il y a des choses dans la société kanak dont nous, on ne peut pas parler publiquement, divulguer comme aujourd'hui. Il y a des choses, on a des limites, il ne faut pas aller beaucoup plus loin par rapport à nos limites parce qu'on risque de se tromper et on risque de se blesser. Par exemple, le sujet du film de ce soir, c'est sur le truc oreiller. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie au serpent, ça nous renvoie aux lézards dans le terrestre. Ce sont des animaux, des animaux qui sont la propriété des clans et qui sont, moi aujourd'hui, je ne peux pas parler des choses qui ne me regardent pas. C'est tout à fait, il y a des limites. Il faut pas aller au-delà de nos limites parce qu'on risquerait d'avoir des surprises par la suite après. Alors pour ce qui concerne cette vision, cette vision kanak de l'océan, on est en 2024 aujourd'hui. On a eu du mal à le faire émerger. Parce que c'est un travail qui vient d'assez loin. Peut-être qu'on n'a pas eu les supports, peut-être qu'on n'a pas eu les bons moments. Mais aujourd'hui, elle arrive à la surface de l'eau. C'est à cause des gens comme nos sénateurs qui sont là, comme Josine qui est là, que je le salue parce qu'elle nous a beaucoup aidé, comme des anciens, comme Jean-Yves qui est là, qui nous a beaucoup aidé aussi. Parce que sans la matière grise, sans nos personnes, nos ressources, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Alors je profite de l'occasion qui m'a donnée aujourd'hui pour saluer toutes nos personnes de ressources à partir du Grand Nord jusqu'à dans le Sud, qui nous ont aidés à porter beaucoup plus loin la vision qui était la leur, la vision qui est la nôtre. C'est-à-dire la vision de la protection de l'océan, ceux qui habitent l'océan d'ailleurs. Alors merci. Merci beaucoup Yvon Connat. Alors vous êtes aussi bien accompagné par les scientifiques, notamment par Catherine Sabineau qui se trouve à côté de vous et qui est donc ethno-écologue. Alors Catherine, je vais vous demander peut-être de nous apporter un éclairage sur ce qu'est l'ethno-écologie, comment elle prend forme
Oui, merci de l'invitation et je suis ravie d'avoir appris beaucoup de choses aussi avec une collègue ultra enthousiaste pour partager ce qu'elle en connaît. Donc voilà, je suis ethno-écologue. Dans ethno-écologue, vous avez ethnologie et écologie. Donc en fait, mon travail est d'étudier et de rendre compte des rapports entre les humains et leur environnement. Et donc de décrire comment les savoirs, les valeurs, les pratiques, les manières de les gérer aussi, elles évoluent. Et donc je suis chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et je travaille avec beaucoup de collègues. Et pour faire suite un petit peu à ce que disait aussi Yvon, dans notre travail d'ethno-écologue, ça fait partie du champ de l'anthropologie, des sciences sociales, on rencontre beaucoup de gens sur le terrain et un peu partout dans le pays. Et notre rôle est vraiment d'écouter et de pouvoir rendre compte après ce qui est partageable. Donc encore, c'est aussi un peu ce que disait Yvon, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Mais le travail qu'ils ont lancé avec VKO, la vision culturelle, vision Kanak de l'océan, pardon, qui a été appuyée par Conservation Internationale, elle a marqué un peu un tournant dans les 2 dernières années, comme le disait Yvon, où il y a une volonté de partager un petit peu plus pour être mieux compris. Mais partager, et c'est difficile ça prend du temps de travailler pour savoir ce qu'il est possible de partager et ce qui ne peut pas l'être pour plein de raisons dont on ne parlera pas là aujourd'hui dans le détail. Et donc voilà, donc moi je n'ai pas... je travaille depuis longtemps sur les questions d'anthropologie de la mer, d'ethnoécologie, et j'ai toujours été assez proche des collègues et des coutumiers pour pouvoir partager la parole, moi aussi dans le cercle des scientifiques ou auprès d'ailleurs des acteurs de la gestion. Parce que c'est vrai que le travail qu'on peut mener, j'avais travaillé avec Laurence en 2014 sur les questions de valeurs culturelles accordées aux tortues, par exemple, aux tortues marines. Et l'objectif de nos travaux est de décrire ce qui peut être décrit et puis surtout partager après pour que la diversité des personnes qui habitent un endroit, elles aient conscience de la diversité des manières de voir les choses. Et c'est uniquement parce qu'on avance un peu sur l'acceptation en fait, qu'il y a une diverses manières de voir les choses qu'on peut penser une gestion qui va être plus juste, plus appropriée et plus suivie parce qu'elle aura été co-créée. Donc voilà, j'ai un peu développé. Peut-être il y a un petit point que je voulais repartager, c'est dont j'avais parlé la dernière fois, c'est s'il y en a qui sont intéressés, il y a un travail de recherche qu'on avait mené sur les espèces emblématiques qui s'appelle ESPAM et pour lesquelles il y a des plaquettes qui sont disponibles en ligne sur le site de l'IRD et où on a demandé à 500-600 personnes de Calédonie quels étaient les animaux marins importants pour eux, donc un peu partout dans le pays. Et il n'y a pas seulement un animal ou 4-5 qui sont ressortis, il y en a 132. Donc ça montre la diversité des espèces qui sont importantes, ça montre aussi l'importance de conserver cette diversité et toutes les interactions qu'il y a entre les espèces citées. Et un autre élément de ce projet qui est important, c'est que quand on posait la question aux gens, on demandait aussi pourquoi est-ce que c'est important pour vous de citer cette espèce-là? Quelle raison fait qu'elle est importante pour vous? Il parlait de manière libre. On a reclassé les raisons ensuite. Eh bien, la deuxième raison qui est apparue comme la plus citée dans tout le pays, c'était les valeurs culturelles, coutumières, identitaires accordées aux animaux marins, devant la question du côté menacé, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas considéré comme menacé, les espèces qui étaient citées. Ça veut dire que quand on pense la gestion, il faut vraiment intégrer les deux dimensions. La dimension sociale et culturelle et la dimension environnementale. Elles sont indissociables. Absolument. Juste, on peut peut-être en profiter pour informer le public que lundi soir, vous allez animer une conférence ici à l'université, toujours dans le cadre de la semaine de la fête de la science, sur le thème de la vision Kanak de l'océan. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc là, on l'a intitulé Anthropologie de la mer, vision culturelle Kanak de l'océan. Et nous serons 2 pour cette conférence, Jean-Yves Pouedy et moi-même. Et l'idée est de partager un petit peu plus sur cette
vision de l'océan. Voilà. Donc c'est lundi soir à 17h30 dans l'amphi Guy Agnel, donc de l'autre côté de l'université. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer par une question donc à Sylvain pour l'aquarium et ensuite je vous laisserai la parole pour aborder tous les sujets que vous voulez avec nos intervenants. Donc, on en a parlé un petit peu dans le film et puis tu en as parlé un peu, Claire. L'Aquarium des Lagons participe également au suivi des tricoréiers sur l'île au Signal, tout en répondant à sa mission de sensibilisation du public. Donc, Sylvain Gauvin, vous êtes responsable du département aquariologie à l'Aquarium des Lagons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce suivi, comment ça se passe? Parce que vous emmenez le public avec vous. Qu'est-ce que vous faites exactement et comment vous le faites? Disons que historiquement, nous allons chercher en fait, les serpents sur l'île au Signal. Depuis l'ancien aquarium, c'était très simple. On exposait des serpents pour pouvoir sensibiliser le public sur cet animal. Donc, on allait juste les chercher à l'île au Signal, on les mettait à l'aquarium et ils séjournaient un mois. Et après, on les ramenait à l'île au Signal et on en prenait d'autres. En fait, comme on ne peut pas les nourrir, vous avez compris que pour nourrir un animal qui mange à 90% des petites murènes, il aurait fallu qu'on aille collecter des petites murènes vivantes, parce qu'elles mangent vivantes, on a essayé avec des murènes mortes, elles n'en veulent pas. Hein. Donc, ils viennent juste séjourner à l'aquarium un mois, on leur donne à boire et après on les ramène à l'île au Signal. Donc, depuis l'année dernière, en fait, on a décidé avec la province sud d'aller un peu plus loin dans cette pratique. En fait, on amène du public chercher les serpents et on va sensibiliser les serpents, le public sur cet animal-là, sur le danger que l'homme peut avoir sur cet animal-là. En même temps, on les pèse, on les mesure et effectivement, maintenant, on les puce. Donc, c'est des mini-puces, hein, c'est des micro-puces hein, qu'on utilise généralement pour des petits reptiles ou pour des oiseaux. Donc, vraiment minuscules. Et ça permet de les identifier parce que vraiment reconnaître un serpent d'un autre, c'est pas évident. Donc, et on a constaté depuis à peu près 1 an et demi qu'on fait ça, que nos serpents qui passent à l'aquarium, effectivement, historiquement, ils restent 1 mois à peu près, ils perdent entre 15 et 20% de leur poids. Donc, on choisit effectivement des serpents qui viennent de manger, donc qui vont venir digérer en fait en gros à l'aquarium. Ils ne sont pas vraiment affamés et on les ramène ainsi. Donc, en disant qu'on n'a pas de perte au niveau des serpents, mais ça permet de savoir que bon, l'aquarium, il perd 15-20% de son poids et puis après, dès qu'on le ramène sur l'îlot, en fait, on les recapture même. Hein. On a constaté qu'on les recapture quelques mois après. Ils ont grandi, parce qu'on les remesure, ils ont grandi, ils ont grossi, donc ils s'en portent pas plus mal. On a quand même perdu aussi des serpents, c'est rigolo en fait, c'est rigolo. Ils arrivent à s'échapper de notre aquarium. Ah oui, des fois on les retrouve dans la zone de visite, là, il y a un public qui nous appelle, affolé, il y a un serpent qui se promène. On les retrouve également dans notre zone technique. Bon, notre zone technique, il y a un caniveau d'eau de mer en fait, qui récupère tous les eaux. Donc ils arrivent à retrouver ce chemin-là et finissent à Lons-Vatin. Hein. Et certains serpents, en fait, on les a perdus. On les a pas, au moment de les relâcher, en fait, on les repuce. On ne trouve plus ces serpents-là. Ils ont disparu, en fait. Et en faisant cette manip-là, on a constaté que 4 mois plus tard, on a retrouvé le serpent, en fait, à Signal. Non, ça veut dire qu'il a retrouvé son chemin tout seul, en fait, jusqu'à Signal. Et ça montre que vraiment, ils sont vraiment sédentaires, quoi. Et souvent, hein, c'est l'animal, on le retrouve sur le même caillou, en fait, où on va habituellement le chercher. Alors, comme Claire expliquait tout à l'heure qu'on peut distinguer mâles et femelles, est-ce qu'il serait possible, dans vos prélèvements, de ne prendre que des mâles pour que ces 15-20% de perte de poids ne puissent pas causer la mort d'éventuelles femelles, puisque, a priori, ça pourrait être une raison... Ben, oui, Claire nous a demandé également de sexer en fait, les serpents. Okay. Jusqu'à maintenant, on ne les sexait pas, en fait. On en prend à peu près une dizaine, hein, entre 10 et 12 serpents, qu'on ramène tous les mois. Donc, ok, donc des mâles. On ne les sexait pas. On prenait surtout des serpents en bonne santé qui viennent manger. En fait. Donc, effectivement, si les femelles sont moins nombreuses et qu'elles ont besoin de plus de repos, c'est mieux de prendre plutôt les mâles qui ont moins de problèmes. Voilà, donc on a un petit peu fait un balayage là sur la biologie, la conservation, la culture, la sensibilisation du grand public, pardon. Donc voilà, maintenant à vous la parole. Donc on a des questions, on a
levez bien la main. Voilà. Alors, on a une question en haut, et puis Patrick et Christophe. Alors, on a le monsieur en haut, puis après, dans l'ordre, Patrick et Christophe. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez faire un bref rappel un peu de biologie physique sur le serpent et sur les sujets qu'on n'a pas encore évoqués? Alors, je pense par exemple à un petit rappel sur le venin. Alors, est-ce que c'est vraiment mortel? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'antidote sur le caillou? Est-ce qu'on mord par suffocation? Après, l'autre question, c'est s'ils descendent à 80 mètres, là, est-ce que vous pouvez juste rappeler si c'est des poumons ou comment ça marche? Et la différence entre un serpent vraiment marin, est-ce qu'il respire quand même dehors? Est-ce qu'il quand même il a besoin d'aller dans l'air pour respirer ou pas? Par rapport à un serpent terrestre, ou est-ce que c'est le même fonctionnement? Après, comme autre question, pourquoi des murènes? Est-ce que c'est Attendez, parce que là, j'ai déjà oublié la première question. Ah, mais je voulais donner mes sujets à l'avance, mais vous pouvez répondre. C'est bon, Hubert a noté. Alors, sur le venin. Donc, le venin, c'est vrai que moi, je ne m'occupe pas du tout du venin. C'est pas mon sujet d'étude. Donc, mais je sais qu'à chaque fois que je dis que je travaille sur les serpents, on me pose des questions sur le venin. Donc, effectivement, ce sont des animaux venimeux. Ils ont besoin de venin pour tuer leur proie. OK. Donc, c'est un venin qui est efficace pour tuer les murènes en quelques minutes. En Calédonie, il y a eu, au cours de l'histoire, 2 cas de morsure de serpents marins mortels. Une au 19e siècle, un bagnard qui s'est amusé avec un serpent au moment de la construction du port. Il a vu un serpent, il l'a attrapé pour montrer qu'il faisait le malin à ses copains, et le soir, il est mort. Je ne pense pas que c'était un tricoréier dans ce cas-là. Mais ensuite, en 1974, à OVA, un garçon a dit qu'il avait joué avec un tricoréier et qu'il avait été mordu et il est mort. Donc le dernier mort en Calédonie date de 1974. Avec le nombre de serpents, le nombre de gens qui font quand même les idiots avec les serpents, le nombre de morts est quand même relativement faible. Donc on peut considérer que ce ne sont pas des animaux dangereux. Ce sont des serpents venimeux. Moi, quand je les manipule, je mets des gants, mais ce ne sont pas des animaux dangereux. Par rapport au nombre de morts qu'on a sur les routes chaque année, les serpents, non, ce n'est pas un souci. Hein. Ensuite, deuxième question. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'antidote sur le caillou? Si, alors, il existe un venin, un antivenin. Il existe un sérum antivenimeux qui doit être injecté sous surveillance médicale parce qu'il peut provoquer des réactions d'allergie. Donc, ce venin, ce sérum antivenin, il ne se conserve pas éternellement. Il doit être conservé au frais et au bout d'un moment, il se périme. Comme on n'en a pas besoin très souvent en Calédonie, tant mieux, quand il y en a besoin, l'hôpital en commande en urgence en Australie, il arrive par avion et c'est suffisant. Le délai n'est pas trop long et c'est suffisant pour qu'en cas de besoin de morsure, les médecins du Medipol savent quoi faire. Ils sont capables de commander le sérum antivenimeux en Australie où il est apporté rapidement et c'est pris en compte. Nous avons la chance en Calédonie d'avoir quand même des services de santé qui sont très efficaces et donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous vous faites mordre, vous appelez le 15 immédiatement, vous aurez un médecin qui vous expliquera ce que vous devez faire et ne pas faire et qui vous prendra en charge. Peut-être pour rebondir sur la question du monsieur, sur la question du venin, est-ce qu'on sait s'il y a 2 grands types de venin, soit hémotoxique, soit neurotoxique, donc soit qui dégradent les globules rouges et on meurt parce qu'on n'est plus oxygéné, soit neurotoxique. Est-ce qu'on sait pour les trichots comment ça fonctionne? Alors, en fait, c'est un peu un mélange, ça fait un peu beaucoup de choses en même temps. Les symptômes que j'ai lus dans les livres, puisque j'ai jamais testé moi-même, par chance, c'est un peu de la paralysie. On commence à avoir les paupières lourdes, donc c'est plutôt paralysie, donc ça serait plutôt neurotoxique. Mais ça fait aussi des dégâts un peu ailleurs en même temps, donc il n'y a pas que ça. C'est un mélange de différentes protéines et avec toxiques sur différents systèmes du corps. Oui, alors, la respiration. Donc, les serpents sont des animaux terrestres d'origine. Donc, tous les serpents marins ont des ancêtres terrestres. Donc, ils respirent avec des poumons, comme vous et moi. Et comme les mammifères qui sont retournés à la mer, ils continuent à respirer de l'air. Donc, ils remontent à la surface pour respirer. Donc, les tricoréiers, évidemment, qui passent une partie de leur temps à terre, ils ont de l'air quand ils sont à terre, et quand ils sont dans l'eau, ils remontent régulièrement pour respirer. Et il y a des serpents qui sont complètement marins, qui ne reviennent jamais à terre, et ceux-là aussi, même ceux qui descendent à 200 mètres de profondeur, il y a des serpents marins qui ont été filmés en train de chasser
à 200 mètres de profondeur, même ceux-là, ils doivent remonter pour respirer. Donc ils respirent de l'air, mais ils ont la chance aussi d'avoir une peau un peu plus perméable et qui leur permet de faire certains échanges gazeux à travers la peau. Donc ils respirent de l'air, mais ils peuvent aussi respirer à travers la peau. La peau leur sert aussi de grande branchie. Merci. Alors, une dernière, parce qu'il faut en laisser un petit peu pour les autres aussi, des questions. La dernière, c'est, on parle souvent de murènes. Donc, est-ce que c'est par facilité? Pourquoi ils préfèrent ce genre de poisson? Par facilité pour attraper? Est-ce qu'ils les chassent dans leur trou? Est-ce qu'ils oui, après, alors, oui, oui. Alors, vous voyez ce que c'est un serpent. L'estomac, le tube digestif, il va de la bouche à l'autre extrémité. Donc, le tube digestif est allongé. S'il s'amusait à manger des poissons en forme de boule, il ne pourrait pas en manger beaucoup à la fois. Tandis que la murène, ça a exactement la forme adapté à l'estomac du serpent. Donc, c'est la proie qui apporte le plus d'énergie pour un diamètre qui correspond à la bouche du serpent. Donc, c'est la proie la plus intéressante puisque un tricoréier peut avaler une murène qui fait 80% de la longueur de son corps. Donc oui, il peut se remplir carrément, remplir de murènes. Donc, c'est la forme du corps qui fait que c'est la proie qui apporte le plus d'énergie pour un diamètre donné. Voilà. Et un autre élément complémentaire, c'est que si vous prenez un anaconda, lui, il va consommer sa proie sur place, c'est-à-dire qu'il l'attrape et il va la digérer quasiment sur place. Un serpent marin qui peut faire partir à 30-35 km, mais il est obligé de revenir à terre pour digérer, donc il ne peut pas se permettre. En effet, ça va dans ton sens, quoi. Voilà. Donc la murène, et donc ils vont les chasser dans leur trou, oui. Oui, ils vont les chasser dans leur trou. C'est pour ça qu'ils ont des petites têtes, en fait. La petite tête permet d'aller dans le trou de la murène. Et si tout à l'heure on a parlé donc du fait qu'ils pouvaient déboîter leur mâchoire et vous pouvez observer des photos sur internet qui sont très impressionnantes et finalement sa gueule devient immense. Oui, c'est très élastique. Immense, ouais. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Donc Patrick, il y avait d'autres questions dans le public. Oui, il y en a deux là. Oui, bonsoir. Juste une petite question. S'il n'y a que 10% de femelles, les mâles se battent? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont cool. Les tricoréiers, ils sont hyper cool. Non, alors ça, c'est très intéressant comme question. C'est lié à la taille respective des mâles et des femelles. Dans les espèces, donc chez les animaux, il y a des espèces où les mâles sont plus grands que les femelles et des espèces où les femelles sont plus grandes que les mâles. Dans les espèces où les mâles sont plus grands que les femelles, en fait, les plus grands mâles, ils se battent entre eux et c'est le plus grand mâle qui va gagner le combat et qui va se reproduire. Tandis que chez les espèces où les femelles sont plus grandes que les mâles, c'est pas le plus grand mâle qui va gagner, c'est celui qui se débrouille pour être là au bon moment. Et donc, en fait, du coup, ça c'est quelque chose qui a été montré par Charles Darwin lui-même, le grand Charles Darwin qui a montré la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Il a fait des tas de choses intéressantes et il a montré en particulier que chez les animaux où les femelles sont plus grandes que les mâles, il n'y a pas d'agressivité. Et chez les serpents marins, les femelles sont plus grandes que les mâles, donc ils sont cool. Très intéressant, merci. Christophe, il y avait Christophe et après on a la dame. Oui. Là, et là-bas, ok. Oui, c'était pour Sylvain. L'histoire du tricoréier qui s'est échappé. Donc, si j'ai bien compris, il a été capturé à Signal. Il a fait le trajet de Signal à l'aquarium en bateau, dans un sac sans doute. C'est ça. Ensuite, il s'échappe, il sort des tuyaux à Lansvata et il retrouve son chemin jusqu'à Signal. Alors ça, c'est c'est un phénomène qui est connu chez les reptiles, on appelle ça pour les scientifiques du homing, du retour à la maison. C'est quelque chose que font les reptiles. Les reptiles, ils habitent à un endroit et pas ailleurs. Et par exemple, en Australie, vous savez, ils ont des gros crocodiles de mer, des trucs qui font 5-6 mètres et qui mangent les gens. Donc de temps en temps, il y a un gros crocodile qui se trouve à un endroit où c'est pas pratique pour les gens et il faut le déplacer. Donc ils le déplacent, ils attrapent le crocodile respectueusement, sans le blesser, ils l'emmènent à 400 km de là, ils le relâchent. Une semaine après, le crocodile est de retour à la maison. Ça sert à rien. Et oui, c'est quelque chose que font les reptiles. Ils habitent à un endroit et pas ailleurs. Et si on les déplace, ils rentrent chez eux. Bonsoir, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir pourquoi on n'essaye pas de faire de l'incubation des œufs pour en avoir plus. Déjà, il faudrait les trouver. On sait qu'il y a une nurserie à l'île d'Iouin. Mais comment on le sait? On le sait parce que on ne voit pas de petits tricoréiers, on ne voit pas de bébés sur les îlots. Mais par contre, si vous vous approchez de l'île d'Iouin, plus vous vous approchez de l'île d'Iouin, à la bonne saison, plus vous avez de chances de rencontrer des petits tricoréiers. Pareil pour l'île verte. L'île verte près de Bourail, à la bonne saison, plus vous vous approchez de l'île verte, plus le nombre de bébés tricoréiers, de juvéniles, est important dans la population. Donc on sait que c'est comme ça qu'on sait que les petits sont nés à l'île d'Iouin et à l'île verte, mais on ne les a jamais vus.
Donc déjà, voilà. Donc pour faire des incubations, déjà faudrait les trouver, faudrait les voir. Moi, je les ai jamais vus. Et ensuite, généralement, la nature fait moins bien que nous. Si leur mère, si les femelles de tricoreillers, on fait beaucoup moins bien que la nature fait beaucoup mieux que nous. Merci. Donc si les femelles tricoreillées, elles sont capables de choisir le meilleur endroit pour leur bébé. Nous, on ne sait pas quelles sont la bonne température, la bonne humidité, tout ça, nous, on ne sait pas. Donc, on fera moins bien qu'elles. C'est les mères qui savent où elles doivent laisser leurs œufs et il faut leur faire confiance. Oui, sinon, j'allais dire, quand vous les pucez, vous mettez des puces GPS. Ah oui, mais ça, c'est beaucoup plus gros. Non, la puce qu'on met, déjà, ça vous semble peut-être un peu violent, mais je vous assure qu'on prend les plus petites qui soient. Ça fait 8 mm de long, c'est vraiment très, très petit. On le fait avec douceur. Et donc ça, c'est juste des puces RFID qui permettent de connaître le numéro de l'animal. Une puce, un truc GPS, ça fait plusieurs grammes. Et ça, c'est une autre opération. C'est pas possible. On peut le coller sur... Vous voyez le truc qu'on colle sur la carapace des tortues? Vous imaginez ça sur un serpent? Non, c'est pas possible. Donc même avec la miniaturisation de l'électronique actuelle, on peut pas avoir des balises GPS qui iraient sur un serpent, c'est pas possible. On a Vous avez la réponse. Alors, on a le jeune homme qui est là-bas et après monsieur en haut. Voilà, le jeune homme qui est là. Là. Le jeune homme. Voilà, levez la main bien haut. Là, juste là. Et après monsieur en haut. Bonsoir. Moi, ma question, elle est simple. Quelle est la taille d'un œuf et quelle est la durée d'incubation? Alors, la taille de l'œuf... c'est relativement gros. Vous voyez, une femelle tricoreillée qui fait peut-être 1,20 m de long, elle n'en a que 3 dans le ventre. Donc, c'est des choses qui sont... Ouais, ça fait déjà quelques centimètres. Le bébé, quand il naît, il fait déjà 30 cm. Donc, même enroulé, il faut quand même un assez gros œuf. Donc, c'est des œufs relativement gros qui font déjà plusieurs centimètres de long, qui sont allongés pour tenir dans le corps de la femelle. S'ils étaient tout ronds, évidemment, ils tiendraient moins bien. Donc, des œufs qui sont relativement allongés et relativement gros, oui. Et c'est pour ça que la femelle ne peut en faire que quelques-uns à la fois, parce qu'il faut qu'ils soient assez gros pour faire des petits assez costauds à la naissance. Et le temps d'incubation? Et le temps d'incubation, là pareil, on ne sait pas, puisqu'on ne les a jamais vus. Donc on sait que les femelles on voit des femelles en les tâtant, en leur tâtant le ventre, on arrive à sentir les œufs, et même quand ça se voit, même en fin de gestation, ça se voit. Donc c'est en été qu'elles sont gestantes, et les petits, on commence à les voir en juillet-août. Donc entre les deux, voilà. On a une question en haut avec le monsieur. Voilà, levez la main. Alors, bonsoir, merci pour le film. Simple question, je voulais savoir justement, d'abord on avait vu le terme tomo qui a été écrit sur le sable. Est-ce que vous avez cherché un peu, ça c'est la première question, vous avez cherché un peu ce que ça veut dire? Et quelle est la composition de ce mot? C'est une première question. Et la deuxième question, c'est concernant le totem. Est-ce qu'on a recensé le nombre d'animaux totémiques qui se présentent d'une manière hybride, à la fois terrestre et marin, et d'autres éléments qui combinent deux univers? Voilà. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais peut-être laisser Catherine... répondre sur cette partie de la question. Pour la partie linguistique, on a aussi une personne qui est originaire de l'île des Pins qui est avec nous ce soir, Haïlé Tikouré, qui pourra peut-être aussi y répondre. Catherine, vas-y, je te laisse répondre à la deuxième partie de la question. La première partie, en tout cas, moi, j'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si Haïlé, toi, tu l'as. Mais c'est vrai que c'est intéressant à chaque fois de... comprendre littéralement ce que signifient les termes, de décortiquer les mots comme on essaye de le faire en général quand on a des termes en langue. Donc merci pour ta question. Peut-être pour la deuxième partie de la réponse, on peut peut-être se partager la réponse avec de la question, pardon. On peut peut-être se partager la réponse avec Yvon. Moi, je pense pas on puisse répondre à ta question avec un chiffre. En revanche, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux, d'êtres vivants, parce que c'est pas toujours des animaux ou d'êtres qui sont les totems. Alors il y a un terme qui a évolué, qui a été travaillé et réfléchi avec le groupe de travail, de parler désormais d'espèces ancêtres,
parce que c'était un peu plus parlant comme terme. Les totems, c'est un mot français qui a été utilisé un peu de manière différente. Alors, il est repris dans notre vocabulaire à nous, mais en fait, il veut dire beaucoup de choses différentes. Et espèce ancêtre, ça partage en particulier le lien généalogique avec l'animal, le fait que on est lui aussi. Et donc voilà, je voulais amener cela dans l'échange. Et dans le travail qu'on a fait dans le projet ESPAM dont je parlais tout à l'heure, mais je regarderai, je te redonnerai la réponse plus précise. Spontanément, les gens qui ont nommé des espèces comme étant importantes pour elles parce qu'elles étaient un totem, une espèce ancêtre, elles avaient une place importante, les gens ont formulé les choses de différentes manières. Il est quand même assez important. Je pense qu'on doit avoir une trentaine de mémoires de gens qui avaient formulé une espèce pour cette raison-là. Mais il y en a énormément et ce serait un travail de titan que de faire le tour des aires coutumières pour pouvoir identifier l'ensemble des espèces. Et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'essentiel à faire, d'avoir vraiment le nombre, mais en tout cas de rendre compte qu'il y a certaines espèces ancêtres qui sont communes à plusieurs clans, d'autres qui sont beaucoup plus associées à un clan. Et c'est ça la richesse aussi des cultures kanak. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Yvon. Compléter, oui ou non, mais je me tourne vers... on a quelqu'un de l'île des Pins qui est avec nous, à la chance d'avoir Haïlé, qui pourra peut-être nous répondre sur la question. Ça m'a tigué lorsque j'étais assis en bas en visionnant, en regardant le film, là, que le nom du serpent dans la langue de Kounié, ça s'appelle Tomo. Tomo, ça nous renvoie à où, hein, la première question qui m'est venue à la tête, j'en ai parlé aux collègues sénateurs, là. Ça nous revient à Tomo. Tomo, là. Qu'est-ce que ça veut dire dans la langue? Si on découpe le mot Tomo, pour le découper, dans la langue de l'île des Pins, on a une personne de l'île des Pins qui pourra peut-être nous dire la première chose. La deuxième chose, on a des espèces qui sont citées dans des discours généalogiques. Discours généalogiques, on a la tortue, on a le requin, on a la carangue, hein, qui sont des espèces, on va dire, totémiques, emblématiques, hein, du monde kanak, qui sont citées dans les discours généalogiques. On peut en parler longuement, mais je pense que le temps n'est pas assez long pour en parler, parce que moi, je peux vous en déballer. J'ai aussi en face de moi Jean-Yves, qui pourra aussi nous entraîner sur ce domaine-là, et qui est un expert. Mais je vais peut-être laisser la parole à Haïlé, qui va peut-être nous expliquer ou nous découper le mot dans la langue de Kounié, puisque la personne, avec tout le respect que je dois à la famille là-haut à Kounié, hein, parce que ce sont des choses que individuellement je peux en parler ici. Merci beaucoup Yvon. Alors je vais préciser, on va donner la parole à Haïlé, mais pour les personnes qui ne connaissent pas Haïlé Tikouré, donc tu représentes le conseil d'air Djoubéa Kapoumé pour le parc naturel de la mer de Corail, et donc tu es originaire de Kounié. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette signification de Tomo? On m'a un peu poussé à parler, je vais parler. Je n'avais pas prévu. Je t'avais prévenu hein, que je t'interpellerais. C'est des choses que j'ai cherchées, hein, pas que seulement pour le nom du serpent, mais ça, je pense que ça revoit à tellement des termes anciens qu'on n'a plus la trace dans la mémoire collective. Mais comme je le dis souvent, peut-être que c'est aussi une des facettes du monde kanak de se permettre d'oublier et puis de réinventer ou de donner du sens qui est plus actuel. Et par exemple, il y a des termes où je retrouve des termes des animaux ou même des noms d'endroits que je retrouve dans la mer, que je retrouve dans le ciel, comme un effet de miroir, que tous les éléments qui vont permettre la navigation ou l'orientation, on va les retrouver, je veux dire, dans les reliefs du monde marin. Et souvent, c'est la même chose aussi avec les animaux, parce que c'est lié à des cycles. Par exemple,
les cycles des étoiles sont liés à des phénomènes de croissance des poissons. Par exemple, à l'île des Pins, il y a des gens qui sont en capacité de dire quand telle constellation est à cet endroit, tel poisson est gras. Et quand on voit telle étoile, tel poisson est gras. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut le pêcher. Mais bon, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est pour vous dire que comme j'aime bien à dire, c'est peut-être pas les réponses qui m'ont nourri, mais c'est le fait de me poser des questions. Et c'est ça ce que je voulais partager. J'ai pas la réponse. Désolé. Merci beaucoup, Haïlé, mais ce que tu dis est extrêmement important. Oui, je crois qu'on peut applaudir. Ouais. Cette lecture de la nature, elle est importante à conserver, en tout cas pour ceux qui l'ont encore. Et puis effectivement, ce qui nourrit l'esprit, c'est de se poser des questions. C'est pas tant d'avoir des réponses. Merci beaucoup pour cette réflexion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. C'était pour savoir si dans la culture kanak, on a des remèdes traditionnels. Je dis ça parce que j'ai lu un ouvrage qui s'appelle Des récifs des hommes, qui a été écrit par Mathieu Juncker, qui est un écologiste marin. Qui est biologiste marin, Mathieu, absolument. Et qui s'est penché sur... En fait, lui, il est parti partout autour de Calédonie, discuter avec les populations, et il a un cas de morsure à Tiga, où c'est l'instituteur de l'île qui se fait mordre. Les gens de la tribu l'ont emmené. Ils ont préparé un remède qui est secret pour des raisons de tabou, etc. Et il n'y a pas eu besoin de le transporter au Médipôle, il n'y a pas eu besoin de l'emmener au dispensaire. Et pourtant, il avait une très grosse douleur. Mais en quelques heures, ça s'est rétabli. Voilà. Il parle d'une morsure d'un tricoréier ou d'un serpent? Non, il parle de morsure de tricoréier dans son ouvrage. AUVA. Okay. Pas AUVA, à Tiga. Ah, Tiga. D'accord, très bien. Je me rappelle, je connais bien son livre, mais je me souviens plus de ce passage. Alors, réponse, est-ce qu'il y a effectivement un antidote traditionnel, Yvon, vous en avez connaissance, ou Haïlé, je ne sais pas. L'antidote. L'antidote, lorsqu'on parle de médicaments, ça révèle des domaines un peu des clans, quoi. Hein, des médicaments en général, hein. Pas uniquement pour la morsure du tricoréier, ça relève d'un domaine des clans. Ce sont des choses qu'on ne peut pas divulguer. C'est un long débat, parce que lorsque on est venu nous voir pour le Covid, pour parler du Covid, la question elle est sortie sur la table, quoi. Parce qu'on a des médicaments on a des médicaments pour contrer. Mais on sait que le médicament, c'est du domaine des clans, domaine de réserve des clans. Alors peut-être que cette question-là, il faut peut-être le poser au monsieur qui a eu la gentillesse de... Oui. Peut-être qu'il connaît les médicaments, puisque c'est un totem, quoi. Et on a aussi d'autres, surtout disséminés sur la grande terre, qui ont aussi des totems, comme totem le tricoréier. C'est peut-être à eux de poser la question, est-ce qu'ils vont nous livrer ou pas? Je ne sais pas, c'est à eux c'est du domaine réservé des clans. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste poser une question, après je te laisse la parole, Catherine. En fait, à Tiga, on trouve l'espèce de tricoréier, le petit jaune, du coup, c'est pas le même. Hein. Est-ce que le venin diffère? Oui, évidemment, chaque espèce a Est-ce qu'il est moins fort, différent, mais en fait, le sérum antivenin, c'est un sérum antivenin qui est fabriqué en Australie pour cette famille de serpents en général. Okay. Donc, il n'y a pas un sérum pour tel tricoréier, un sérum pour tel serpent marin, c'est un sérum général pour les serpents de cette famille. Donc, c'est suffisamment conservé pour que le sérum soit efficace. Oui. Donc, ça ne sera pas... Merci. Oui, Catherine? Oui, c'était vraiment juste pour compléter ce que disait Yvon. Dans tout ce qui est chemin de guérison, manière de se soigner, il y a aussi, et je reprendrai un peu ce que disait Haïlé, dans le monde kanak, un besoin de s'interroger sur pourquoi et qui on va aller chercher ensuite pour se soigner. C'est pas forcément la recette qui va être partagée. Bien souvent, effectivement, comme Yvon le disait, il y a des choses qui appartiennent au clan sur certaines choses. Mais c'est aussi identifier autour de soi et puis créer son chemin de
de guérison, on va dire, en allant voir les uns et les autres. Et il y a Athéna Pidgeot qui a soutenu sa thèse l'année dernière sur la manière de se soigner dans le monde kanak, avec un gros travail d'enquête sur le nord-est de la Calédonie. Et voilà, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, les réflexions sur la question de la santé, de la manière de se soigner. Et il n'y a aucune recette de potion magique ou de sérum ou autre. Par contre, c'est tout un chemin pour savoir comment, qui peut nous soigner. Et avec aussi, comme pour tout, des va-et-vient, des déplacements dans le pays et des articulations entre les manières de se soigner via la médecine kanak et les manières de se soigner via d'autres médecines, y compris à l'hôpital. Et voilà, il y a vraiment le chemin en général, il est fait de plein d'étapes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'incubation des œufs de ces serpents. Je voudrais savoir s'il y a une raison économique ou financière ou culturelle qui empêche de faire une mission de surveillance de cet îlot, puisque vous savez que c'est en gros sur la période de l'été que la ponte se fait. Et on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un s'installe, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, et qui surveille comme on fait pour les tortues. Alors, surveiller les serpents, c'est beaucoup plus difficile que surveiller les tortues parce que c'est des animaux extrêmement discrets. Ensuite, c'est les coutumiers de l'Île-Ouin qui peuvent décider de surveiller cette zone ou pas. L'Île-Ouin, c'est les coutumiers de l'Île-Ouin qui décident de ce qu'ils font chez eux et c'est à eux de voir comment ils veulent faire les choses. Donc c'est la coutume qui prendra la décision. Oui, tout à fait. À l'Île-Ouin, c'est les coutumiers qui prennent la décision sans aucune hésitation, bien sûr. Et s'ils veulent que je vienne discuter avec eux, ça fait déjà quelque temps qu'on essaye avec Laurence d'organiser, parce qu'il y a un garde nature donc de la province sud qui est originaire de l'Île-Ouin et donc qui pourrait nous introduire auprès d'eux. Et à chaque fois qu'on a essayé de mettre le truc sur pied, ou bien c'était pas le bon moment, ou bien la dernière fois c'est le malheureux, il s'est blessé et la mission elle a été annulée à la dernière minute. Donc ça fait déjà un moment que effectivement on essaye de mettre en place une rencontre avec les gens de l'Île-Ouin, mais pour l'instant ça n'a pas encore pu se faire. Merci. Je vous en prie. Après, pour compléter, c'est très récent aussi. On vient juste de se rendre compte qu'il y avait un souci sur le sexe ratio. Donc, on n'a pas encore prévu de mission spécifique sur ça, mais ça fait longtemps qu'on sait que c'est important. Ça fait longtemps que les scientifiques travaillent dessus. Mais là, l'urgence à travailler dessus, elle est récente. Donc, on va se poser des questions un peu plus sérieusement là, dans les mois qui arrivent. Pour mettre en place des missions. Il y a l'île verte aussi. L'île verte qui est beaucoup plus petite. Est-ce que la surveillance des œufs serait peut-être pas plus simple? Parce que l'Île-Ouin, c'est très grand aussi. Oui, c'est protégé. Oui, l'île verte est une réserve naturelle, comme l'île au Signal. L'Île-Ouin n'est pas une zone protégée à proprement parler, mais bon... tout est à définir en fait. Là, on vient juste de mettre le doigt sur un souci. Maintenant, il faut qu'on envisage toutes les pistes, toutes les causes possibles, toutes les pistes de recherche liées à cette nouvelle problématique. Et donc, il y a beaucoup de projets là qui vont, je pense, se mettre en place avec peut-être des demandes de crédit de recherche pour les instituts de recherche. C'est la première marche, quoi. Oui. Ouais. Hubert ? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, bonsoir, merci à vous. Vous avez évoqué les facteurs qui pouvaient déstabiliser les populations, les divers facteurs, notamment le facteur humain, le tourisme. Vous avez évoqué les prédateurs terrestres. Et qu'en est-il finalement des prédateurs marins? Vous avez des données à ce sujet? Alors, les prédateurs marins des serpents, les prédateurs connus, c'est en particulier les requins-tigres. Il y a très longtemps quelqu'un qui étudiait les requins à l'IRD, qui s'appelait Monsieur Laurent Curel, et qui a pêché des requins, qui leur a ouvert le ventre et qui a vu qu'il y avait des serpents dedans. Depuis, on n'a plus aucune autre donnée. Dans d'autres pays, en Australie, il y a eu des études aussi qui ont montré que effectivement, les requins-tigres, les juvéniles surtout, qui chassent près du fond,
se nourrissent en grande partie de serpents marins. Donc ça serait effectivement les requins, probablement aussi des gros poissons, genre les grosses loches, même des gros bossus peuvent avaler un petit serpent sans problème. Donc ça serait, oui, effectivement, il y a de la prédation dans le milieu marin, mais je ne pense pas que ça soit ça la cause de disparition des tricoréiers. Oui, parce que ça, c'est une prédation naturelle. Oui, ça fait partie du fonctionnement normal de l'écosystème. A priori, il n'y a pas plus de requins ou de gros prédateurs qu'avant, donc je ne pense pas que ça soit ça qui soit la cause une menace importante pour cette espèce. Et il m'était arrivé, je crois qu'on en avait déjà discuté ensemble, de trouver des colonnes vertébrales de serpents marins. Alors, est-ce que c'était du tricoréier, mais dans une aire de balbuzards pêcheurs, d'aigles pêcheurs? Oui, de temps en temps, il y a des gens qui disent que les balbuzards, les aigles pêcheurs, consomment des tricoréiers. Parce qu'ils ont trouvé des restes de tricoréiers, donc un tricoréier mort, desséché, dans le nid. Mais si le balbuzard mange le tricoréier, il ne reste pas la colonne vertébrale. Il reste quelques vertèbres éparpillées et quelques écailles. Okay, donc si on trouve un serpent mort desséché dans le nid du balbuzard, c'est que le balbuzard l'a trouvé déjà mort sur la plage, l'a pris comme une branche pour compléter son nid. Donc si on trouve le serpent entier ou un gros morceau de serpent dans un nid de balbuzard, c'est que le balbuzard l'a considéré comme une branche ou un autre élément pour construire son nid. Si le balbuzard consommait vraiment les tricoréiers, on ne retrouverait pas de traces dans le nid. Et en fait, j'ai des collègues qui se sont penchés là-dessus et qui ont cherché, est-ce qu'il y a vraiment une prédation des balbuzards sur les tricoréiers? Ils ont cherché des images. Et à chaque fois, on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont cru voir un balbuzard en train de manger un tricoréier, ils ont vu un balbuzard en train de manger un poisson-serpent, qui est une sorte de murène qui imite très bien les serpents. Vraiment, c'est annelé, jaune et noir, ça ressemble de loin, on s'y trompe. Mais en fait, c'était un serpent. C'était un poisson, c'était pas un serpent. En particulier, ça arrive dans des endroits où il n'y a aucun tricoréier, aux Maldives ou des trucs comme ça. C'est sûr que c'était un poisson. Donc, en fait, il n'y a pas de cas connu, réel, documenté, avec des preuves que les balbuzards consomment des tricoréiers. Mais c'est un mythe qu'on entend souvent. Alors, moi, je vais me faire le relais d'une question Facebook. Les tricoréiers semblent perdre leur couleur avec le temps. Savez-vous à quoi cela est dû? Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, mais là, la personne m'a envoyé la question sur Facebook. Alors, est-ce que, voilà, il y a une rumeur qui semble courir là-dessus, mais il me semble qu'on en avait déjà parlé et qu'il y a peut-être une confusion avec un autre serpent, non? Oui, alors ça, moi, c'est la première fois que je l'entends. Tiens, que voilà, les tricoréiers perdent leur couleur. Parce que oui, en plus, bon. Il peut arriver, donc les tricoréiers, il y a des variations de couleurs, il y en a qui sont un peu plus jaunes, un peu plus orange, mais en général, ceux qu'on a vus non, j'ai pas remarqué de variation de couleur. Au moment où ils muent, ils peuvent paraître un peu pâles, un peu moins nets, la couleur est moins nette, mais dès qu'ils ont mué, ils redeviennent d'un beau noir et bien contrasté, non. Alors là, je ne peux pas expliquer pourquoi ça se produit, parce que je suis pas sûre que ça se produise vraiment. Après, à l'île au Signal, on a trouvé une femelle très grosse qui était très noire, et tu m'as expliqué qu'il y avait un... Oui, alors ça arrive. Les couleurs s'atténuent pas, voilà, du coup, ça se renforce. Voilà, ça arrive chez les tricoréiers bleus. Uniquement ça a été observé sur quelques cas chez les tricoréiers bleus, ce qu'on appelle les tricoréiers bleus, ceux qui sont annelés noirs et bleus. Les vieilles femelles, donc celles qui ont été marquées, on peut savoir si elles ont été marquées il y a 10 ans et qu'elles sont toujours là, c'est qu'elles commencent à être âgées. Donc les vieilles femelles, ça peut arriver d'une année sur l'autre. Une année, elles ont une couleur normale et l'année d'après, elles ont le dos tout noir. Donc elles peuvent noircir d'un coup. On ne sait pas à quoi c'est dû. Donc il y a un phénomène de noircissement, de mélanisation. Et là, effectivement, le week-end dernier, sur Signal, on a vu une femelle tricoréier bleue, donc relativement grosse, relativement grande, donc probablement relativement âgée, qui était bien noire sur le dos. Le dos était tout noir, il n'y avait plus d'anneaux sur le dos. Mais on voyait encore les anneaux du côté ventre. Alors, c'est effectivement sûrement à ça que la personne devait faire référence, et ça aurait un lien avec l'âge oui, du serpent. C'est connu. Et donc, de temps en temps, les vieilles femelles tricoréiers bleues deviennent très noires. C'est juste ça c'est le seul élément de changement de couleur. Autrement, ils gardent leur même couleur, leur même dessin toute leur vie. D'accord. Merci Claire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On vous apporte un micro. On parlait de Tomo, et moi je me demandais si vous aviez des infos sur pourquoi tricot, pourquoi on appelle ça un tricoréier,
Pourquoi on n'appelle pas ça un serpent bagnard ou un serpent marinière ou je sais pas. On appelle le tricot, le serpent adélé aussi, mais oui, effectivement, pourquoi le tricot? Ah, tout ça vient. C'est une excellente question, ça. Bah oui, voilà. Il fallait oser ce soir. Hein bon, je ne l'avais pas aux couleurs du serpent, Claire, je suis désolée, mais bon, j'ai essayé de rester aux couleurs de la nature. Moi, j'ai une réponse. C'est lié en fait aux mailles quand on fait du tricot, aux mailles qui ressemblent aux écailles si vous regardez le croisillon et voilà. Merci. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ah, voilà, ce soir, c'est le public qui nous a appris quelque chose. Donc, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Oui, on a aussi une autre question. Oui, on vous apporte un micro, qu'elle soit simple. Si, c'est nécessaire parce que sinon, tout est enregistré. Sinon, je répéterai. Merci. Voilà. Bonsoir. La durée de vie d'un tricot rayé. Alors, pour savoir la durée de vie des serpents, on ne peut pas faire comme pour les poissons. Par exemple, les poissons, si vous pêchez un poisson et que vous prélevez les os dans l'oreille, vous faites une coupe et vous examinez, vous comptez les cernes. Et c'est comme pour les cernes sur les troncs des arbres, vous pouvez dire leur âge. Pour les serpents, ça ne marche pas. Ils remobilisent le squelette. Donc, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas... Même en trouvant un serpent mort, en le coupant en morceaux, vous ne pouvez pas savoir quel âge il a. Donc, pour connaître l'âge du serpent, il n'y a qu'une méthode, désolé, c'est de le marquer quand il est petit. Et comme ça, quand on le recapture, si on le capture 10 ans plus tard, on sait qu'il a 10 ans. Donc, il faut marquer les serpents jeunes. La première année, quand ils sont... Un serpent de 30 cm, vous savez qu'il est né cette année. Un serpent de 70 cm, il y a des chances pour qu'il soit né l'année d'avant. Et après, on ne sait pas. Suivant, s'ils sont dans une zone où il y a beaucoup de nourriture, ils peuvent grandir très vite. Et l'année d'après, ils sont grands. Et puis sinon, ils restent petits. Donc, il n'y a pas de vitesse de croissance constante. Il n'y a pas de marque sur le corps. Donc, le seul moyen de connaître leur âge, c'est, désolé, de les marquer. Donc, il y a justement le collègue du CNRS qui en a marqué un certain nombre il y a quelques années. Quand il est revenu l'année dernière, il en a retrouvé qui étaient marqués. Donc, on peut supposer qu'ils peuvent vivre 10-15 ans. Voilà. Et peut-être même plus. Il y a des serpents qui ont été marqués, qui ont été retrouvés longtemps après. Donc, peut-être 10-15 ans. Donc, relativement longtemps pour les mâles. Parce que eux, forcément, ils se la coulent douce, ils restent sur leur îlot, ils ne se tapent pas toute la route. Hein. Désolée. Et oui, les femelles, apparemment, elles ont une espérance de vie beaucoup plus courte dans cette espèce parce qu'elles investissent beaucoup d'efforts dans la production des petits. Merci Claire. Alors, peut-être voilà une dernière question, madame, et puis après on va conclure avec un petit mot de la fin. Je voulais juste savoir s'il y avait eu une enquête suite à l'arrivage des deux animaux, enfin du couple dans les containers et comment ça s'était passé, si c'était intentionnel, voilà. Ah. Non, a priori, c'était pas du tout intentionnel, c'était accidentel. Les mangoustes, malheureusement, sont des animaux très curieux, très mobiles. Si vous avez l'occasion d'aller à Fidji, vous les voyez traverser une pelouse en quelques secondes. Et curieux et très rapides, c'est des animaux qui vont, comme les belettes en Europe, ou prospecter leur territoire de chasse. Et donc, toute ouverture... tout endroit qu'elle ne connaît pas, elle va aller prospecter. Donc non, il n'y avait pas de calcul. C'est accidentel comme le crapaud buffle qui avait été introduit aussi, ou le python. Voilà, c'est plutôt de... Alors ça, après, bon... Oui, non, c'était accidentel. Non, le python de veau aussi, un exemple bien connu, le fameux python qui avait été trouvé à Vaud, il était probablement arrivé dans un container à Vavouto. Ouais. Donc oui, il n'y avait pas de calcul là-dessus, mais ça reste une véritable épée de Damoclès là-dessus. Ouais. Il y a peut-être juste une petite chose que je veux vous partager, moi que j'ai trouvé assez génial dans le travail de la thèse du jeune homme de François au début des années 2000. Ce qui a été intéressant aussi, alors moi ça m'a rappelé quelque chose que j'ai fait en Bretagne par exemple, en récupérant, vous savez les chouettes, vous allez dire mais pourquoi il parle des chouettes, quand elles ont mangé tous les rongeurs, elles font des pelotes de rejection et après si vous voulez savoir, si je voulais savoir ce qu'il y avait comme rongeur, je récupérais les pelotes de rejection et puis je regardais les squelettes et je savais si c'était des musaraignes, tel type de mulot, etc. Et dans sa thèse, comme il devait travailler sur le régime alimentaire des tricorayés, alors tu m'expliqueras comment il récupérait, parce que il doit y avoir du lavage, j'imagine, je sais pas. Du massage, d'accord, pour récupérer les proies quand le tricorayé revenait au sol.
Et il a rajouté une quinzaine d'espèces qui n'étaient pas connues de poissons anguilliformes, qui étaient dans le secteur inconnu, qui étaient connues ailleurs, et dont une espèce qui n'était connue que de Taïwan. Et donc, quelque part, dire on peut, par ces prédateurs, eh bien, connaître davantage les poissons d'une zone, parce que ce sont des poissons, les anguilliformes, qui sont difficiles sans doute à voir, à identifier, à inventorier. Et donc ça, j'ai trouvé aussi assez sympa, parce que c'était un bénéfice de la thèse, c'était pas le sujet, mais finalement, on a découvert des poissons qu'on ne connaissait pas dans le site, grâce à l'étude des serpents marins. Oui, donc François Brichoux, qui a fait sa thèse, en particulier sur les tricouriers de l'île au Signal, qu'il a soutenue en 2007. Elle est disponible sur Internet et vous pouvez la lire. Bon, il y a des articles en anglais, mais il y a beaucoup de textes en français dessus. Donc, n'hésitez pas à chercher la thèse de François Brichoux, B-R-I-S-C-H-O-U-X. Comme il est au CNRS, c'est une politique du CNRS de mettre les articles en libre accès sur Internet. Donc, vous pouvez la trouver et la lire. Et donc, il a fait sa thèse essentiellement sur les tricouriers de l'île au Signal. Et pour connaître leur régime alimentaire, un des meilleurs moyens, c'est quand le serpent revient à terre après avoir chassé en mer, de lui appuyer un tout petit peu, il suffit de le masser. Moi, je l'ai jamais fait, moi je suis chouchoute. Donc, masser un peu. Moi, j'ai pas envie de faire mal aux animaux. Donc, masser un peu le ventre et le serpent régurgite sa proie. Alors, pareil, ça vous semble assez cruel, alors qu'il a passé 15 jours en mer à bosser dur pour trouver une proie, de la lui piquer. Mais comme les serpents étaient marqués, chaque serpent ne subissait ce traitement qu'une fois dans sa vie. S'ils attrapaient un serpent qui avait déjà d'après son numéro d'âge, déjà subi ce traitement, il ne subissait pas. Donc, au cours de sa vie, au cours de ses 10-15 ans, ça lui arrivait qu'une fois, et encore pas à tous. Mais donc, c'était le seul moyen pour connaître les espèces de proies consommées par les tricouriers, c'est de les faire régurgiter et d'examiner la proie qu'ils avaient avalée. Donc, d'accord, c'est vrai, c'est pas sympa, mais c'est comme ça qu'ils ont pu obtenir ces informations. Oui, Laurence ? Je disais sur les proies régurgitées, il me semble qu'il y a eu une étude sur les contaminants aussi de ces proies. Et donc, on a pu aussi aller plus loin et déterminer via les proies des tricoréiers l'impact de la mine, des toxiques urbains, etc. Je sais qu'il y a eu toute une suite sur la toxicologie. Oui, une fois que les proies, donc les murènes, ont été récupérées, donc elles ont été examinées pour connaître l'espèce, mais ensuite elles ont été conservées pour servir à d'autres analyses. Donc chaque proie qui a été obtenue, c'est vrai, d'une manière pas très sympa pour les animaux, a servi pour obtenir un maximum d'informations ensuite sur le fonctionnement de l'écosystème. D'accord, très bien. Ben, c'est très intéressant tout ça. On va clôturer ce rendez-vous. Alors moi j'ai une dernière question pour l'aquarium. Donc est-ce que actuellement vous continuez donc à aller prélever ces tricoryliers sur l'île au Signal une fois par mois? Vous le faites toujours? Toujours. On continue à faire cette manip. Malheureusement, on les puce plus parce que la crise est passée par là. Donc, on n'a plus, au fait, les finances pour acheter les puces. Elles viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Ces puces-là, elles coûtent pratiquement 1500 francs en pièces. Donc, on continue à les prélever et à les relâcher. Et vous le faites avec du public, Sylvain? On le faisait. Ah, vous le faites plus avec du public? On le fait plus, on va le relancer sûrement l'année prochaine, mais on le fait plus avec le public. Oui, parce que du coup, ça permettait aussi aux gens d'aller observer ces serpents, de voir quelle était la méthode pour les prélever, enfin, en fait, de participer. De participer, oui, à la vie de l'aquarium, mais également aussi à découvrir l'îlot Signal, parce que en plus des serpents, on parlait également de la sensibilisation de l'îlot, des puffins et des végétaux qu'il y a sur cet îlot qui est superbe, en fait. Hein. Oui. Et c'est vrai que, Claire a fait un petit comptage, en fait, des serpents. Effectivement, il y a 10% de femelles, mais bon, il faudrait continuer à savoir vraiment si vraiment l'espèce est menacée, parce que bon, c'est sur juste un îlot. Sur toute la Calédonie, quand nous, on fait pas mal d'îlots, on trouve encore beaucoup de serpents. Donc, c'est peut-être un peu précipité de dire que l'espèce est menacée. Là, il faut vraiment continuer les études et savoir de quoi il en ressort, en fait. Oui. Après l'étude, elle ne concerne pas que l'île au Signal. Hein. Oui. L'année dernière, il y a eu plusieurs sites. Je ne sais plus, on était sur une dizaine de sites. Ça va de Améré dans la réserve Merlet, en passant par Rédica.
il y a eu vraiment tout un échantillonnage et ce problème de sexe ratio a été remarqué sur tous les îlots. Donc c'est pas un problème que de l'îlot Signal, c'est un problème qui semble généralisé et qui est pas localisé, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est extrêmement important de continuer à sensibiliser le public à la vie qu'on peut trouver sur ces îlots et aux comportements qu'on a l'obligation d'adopter. On en a déjà parlé avec Laurence à la province sud et avec d'autres personnes aussi. Hein. Il y a parfois effectivement des comportements inappropriés sur ces îlots. Et donc, plutôt que d'utiliser toujours la répression qui parfois est nécessaire, c'est utiliser la sensibilisation. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important, Yvon. Effectivement, pour vous, dans la culture kanak, les animaux font partie de vous. Je pense que nous, on va mettre d'autres mots dessus, mais quand on est en empathie avec la nature, cette nature fait partie de nous et on a envie de la respecter, on n'a pas envie de la déranger. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à transmettre au maximum à toutes les personnes qui vont fréquenter ces îlots. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, Catherine et Yvon, pour conclure ce rendez-vous, puis après je vais vous donner la parole aussi aux autres personnes. Un petit mot de la fin, peut-être te remercier déjà la famille de l'île des Pins, la famille de Perry qui a bien voulu vous accorder le petit moment pour la réalisation du film. Là. Première chose, puis remercier, comme je le remercie, profiter de l'occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. Parce que pour faire valoir la vision dont on défend, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de réflexion, il a fallu aller dans des tribus pour déranger nos vieux, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis au bout de tous ces efforts, au bout de tous des tournées, finalement on est arrivé à dégager cette vision qui est aujourd'hui est connue, qu'il est bien connu aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour les remercier. Alors, merci. Je ne sais pas si c'est un mot de la fin. J'ai envie de peut-être reparler du rôle de messager dont on parlait tout à l'heure. Ces tricots, si on en voit moins ou si on les voit à des endroits où ils ne sont pas censés être, ça nous invite à nous interroger, qu'on soit originaire du monde kanak ou qu'on ne le soit pas. Et voilà, continuons de nous poser des questions. Oui, c'était le message d'Octave Doué-Perret, effectivement. Et là, on a clairement une information qui doit nous alerter sur ce message. Un mot, une information? Non, un mot, c'est-à-dire que on connaît encore peu de choses de cet animal. Bon, l'animal est tricourier, il est connu en Calédonie parce que depuis l'enfance, tout le monde connaît le tricourier sur les îlots. Donc, je pense que le message est passé. C'est un peu comme les tortues. Plus on en parlera, plus on connaîtra un peu l'animal et plus on va sensibiliser et ainsi le protéger. Donc, on va droit. C'est vrai que, de toute façon, l'impact de l'homme sur la nature et sur la nature calédonienne, elle est indéniable. Hein. Plus on avance et plus on a un impact dessus. Donc, il faut essayer d'avancer le mieux possible avec tous ces animaux, quoi. Donc, sensibiliser, effectivement, et un peu enlever toutes les légendes urbaines qu'il y a sur les serpents. Parce que, bon, quand on parle de serpent, de toute façon, on parle. Il y a toute la répulsion du serpent. Donc, effectivement, maintenant, le serpent, c'est un gentil tricourier. On en fait des t-shirts, on en fait plein de choses. Donc, on en fait des peluches. Donc, voilà. Plus on va le câliner, cet animal, plus on pourra ainsi le protéger, quoi. Merci. Laurence, un petit mot sur la conservation ou, je ne sais pas, les futures actions de la province sud. Donc vous allez continuer ces missions de suivi de toute façon? Oui, voilà. Nous, comme je le disais, c'est une espèce protégée. Donc, comme toutes les espèces protégées, à partir du moment où on remarque qu'il y a un souci, on va mettre toute notre énergie pour essayer de trouver la cause de ce problème et essayer, dans la mesure du possible, d'enrayer le souci qu'on aura identifié. Heureusement, on a la chance d'avoir Claire Gouaran parce qu'on n'a pas d'experts sur toutes les espèces en Calédonie. On est un petit pays. On a la chance d'avoir Claire qui nous accompagne beaucoup sur les serpents marins.
La chance aussi d'avoir le CNRS de loin qui est très impliqué et qui arrive à trouver des fonds pour venir ici, ce qui n'est pas simple. Donc voilà, j'espère vraiment que cette dynamique elle va perdurer. L'aquarium, pareil, qui avec le peu de moyens qu'ils ont en ce moment, sont quand même présents à chaque fois. Et voilà, je pense qu'on va réussir à mobiliser tout le monde autour de ce sujet-là, qui aujourd'hui, l'espèce n'était pas considérée comme menacée parce qu'il n'y avait pas de pression de pêche sur les tricoréiers. On en voit partout, donc on a l'impression que c'est une espèce qui se porte bien. Voilà, le réchauffement climatique ou je ne sais pas quelle autre cause est venue impacter aussi cette espèce-là, enfin ces espèces-là. Donc on va travailler dessus. On est motivés. Merci Laurence. Claire, une petite anecdote peut-être pour conclure, toi qui as toujours tellement d'histoires incroyables sur les serpents. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite information là, j'ai rien que tu nous as pas dit rien encore, en tête, une petite anecdote. Ouais. Mais en tout cas, moi, je voulais te dire merci, Elisabeth, d'avoir organisé ce ciné-débat qui nous a donné l'occasion de mettre en commun nos points de vue et nos idées sur les tricoréiers, en espérant que ça nous permettra de continuer à côtoyer encore pendant longtemps. Donc, merci à tous ceux qui voudront s'investir pour leur protection et leur connaissance. Merci Claire. Hubert? J'ai pas d'anecdote. Peut-être juste moi quelque chose qui m'a frappé pour avoir voyagé dans quand même pas mal de pays. En Calédonie, finalement, c'est peut-être un des seuls endroits de la planète où les serpents ont plutôt une connotation positive. Les tricoréiers, en tout cas. Il y a quand même peu de serpents à travers la planète qui ont un crédit sympathie, qui sont sur tous les t-shirts, etc. Et je trouve qu'on a assez bien réussi le coup en Calédonie avec nos tricoréiers. Et c'est un côté encore endémique du caillou, je trouve. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Merci à vous tous. Merci au public d'être toujours là. On se retrouvera donc l'année prochaine pour la suite de notre saison Empreinte Océan qui vous raconte le lien qui unit l'homme à l'océan en Nouvelle-Calédonie. On espère à chaque rendez-vous avoir nos mêmes partenaires sciences et culture, avec toujours cette vision Kanak de l'océan, parce qu'elle est extrêmement importante. On l'a dit en introduction de ce rendez-vous. Les connaissances et pratiques traditionnelles associées aux connaissances scientifiques comptent parmi les meilleurs moyens de conserver la nature. Sciences et traditions sont donc indissociables. Donc continuons à travailler main dans la main. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et on a un archipel qui est tellement extraordinaire qu'on a une obligation de le faire. Voilà, donc je vous rappelle, c'est la soirée des étoiles. C'est à la sortie en haut sur l'esplanade. Et merci beaucoup et je vous dis à l'année prochaine.